Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous voilà réunis pour 2 heures cet après-midi autour du thème annoncé Nature insolite avec un joli sous-titre « Quand le chat n'est pas là ». Et puis hier soir, Jean-Yves Kafga est venu m'expliquer un peu que c'était vraiment Nature insolite et pas Quand le chat n'est pas là. Il m'a fait un rapide cours de latin, langue que je ne pratique pas, pour m'expliquer qu'insolite, c'était vraiment au sens premier, donc latin du terme, ce dont on n'a pas l'habitude. Donc il s'agit donc pour nous, cet après-midi, de nous émerveiller, de nous inquiéter, de nous questionner en écoutant nos invités, je vais vous les présenter, puis de partager nos émotions sur leurs interventions après. Ce que je vous propose, ce dont on s'est mis d'accord, mais s'il y a un fort mouvement de foule contre, on peut en discuter, c'est de faire 1 heure de discussion avec nos invités et vous accorder 1 heure, autant de temps, pour répondre à vos questions ou vos remarques. Voilà. Donc, pour ne pas perdre de temps, je présente tout de suite. Donc, à ma gauche, Corinne Lepage. Est-ce qu'il faut encore présenter Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, avocate très connue sur les mêmes questions de droit à l'environnement, qu'elle fait progresser au fil des procès qu'elle mène. À côté de Corinne Lepage, Jacques Florentin, qui est aussi un habitué du festival, qui est pharmacien, qui est président de la Société d'ethnopharmacologie. À côté de Jacques Florentin, nous avons Elisabeth Motte-Florac, qui est une ethnopharmacologue, c'est comme ça qu'on dit ? Je ne me suis pas trompé, voilà. Qui est botaniste de formation et qui est maître de conférence à la faculté de Montpellier, qui est aussi qui a mené une grande enquête sur la relation anthropologique avec les insectes et qui nous ramène ces réflexions justement sur les insectes, la manière dont on les voit chez les Pygmées, chez les Amérindiens, chez les Azéris, un petit peu partout. C'est là de l'insolite, je vous en garantis. Et tout au bout, qui me fait face, Patricia Ricard, qui est aussi une grande habituée du festival, qui est l'animatrice des Mardis de l'Environnement et aussi vice-présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. Voilà. Donc, tout à fait au hasard, comme ça, à ma gauche, Corinne Lepage, vous voulez commencer ? C'est gentiment demandé, Gilles, que je ne saurais refuser. D'abord, pour dire à Jean-Yves tout le bonheur qu'est le mien de partager ce 20e anniversaire. Moi, je n'en suis qu'à 9 ans. Alors, voilà, j'ai beaucoup de retard par rapport à lui. Alors, quand il nous a donné la bonne nouvelle du titre qui était celui de notre table ronde, je me suis fait de réflexions. La première, me dire que ce qui était insolite, c'est que dans le monde assez abominable dans lequel nous vivons, c'était vraiment insolite de pouvoir encore s'émerveiller. Et puis, ma deuxième réaction, c'était de me dire que ce qui était insolite, c'était pas la nature, c'était nous. Je veux dire par là, c'est notre civilisation qui me paraît insolite. Doublement. D'abord parce qu'elle est à l'antithèse de la rationalité qu'elle prétend incarner. Nous savons tous très bien les défis, les enjeux, les dangers, les risques auxquels nous sommes exposés. Nous savons très bien quelle serait l'attitude rationnelle qu'il conviendrait d'adopter, et maintenant de manière plus qu'urgente, pour y parer, et nous ne le faisons délibérément pas. Comment est-ce qu'on explique ça ? N'est-ce pas insolite ? Et puis aussi, notre civilisation est insolite parce qu'elle fonctionne de manière quasi contraire au mode de fonctionnement de la nature, dont pourtant elle procède, dont elle dépend. Comment ? La nature marche sur un mode écosystémique, ce n'est pas le nôtre, nous on a un mode individualiste de fonctionnement. Elle marche sur un mode de solidarité et elle fonctionne dans une perspective, disons, extrêmement esthétique, dont nous sommes aujourd'hui tout à fait éloignés. Alors, quand on a fait ce double constat de ce que l'insolite n'était peut-être pas là où on pensait qu'il était, mais qu'il était peut-être ailleurs, on peut revenir au sujet que Jean-Yves a bien voulu nous donner, c'est-à-dire c'est la nature qui est insolite, ou les éléments de la nature qui sont insolites et sujets d'émerveillement. Alors, il me semble que pour le juriste et le si peu politique que je suis, le caractère insolite de la nature renvoie à 2 caractères. Le premier, c'est celui de la gratuité.
c'est insolite, c'est pas connu, c'est pas évalué, c'est pas comptabilisé, c'est gratuit. Or, dans la civilisation totalement marchande dans laquelle nous vivons, ce qui est gratuit ne compte pas, n'a pas de valeur. Donc, c'est sujet d'émerveillement, mais en même temps, ça vaut zéro. Alors, je pense que ça invite à la réflexion. Comment est-ce qu'on est arrivé dans un système où ce qui nous paraît finalement le plus merveilleux, le plus beau, le plus sujet à précaution ne vaille rien. Et puis, la deuxième caractéristique de cette nature insolite, c'est précisément parce qu'elle est insolite, elle n'est pas normatisée. Elle est hors de la règle, hors de la norme, hors de la loi. Et partant de là, elle n'est pas sujet de droit. Elle est, dans notre droit interne, res communis, chose commune. Chose commune signifie chose qui vaut rien. Donc, chose qui n'est pas juridique et chose qui vaut rien. Et donc, on est renvoyé à cette interrogation qui était celle que je faisais il y a un instant sur ce rapport, finalement, entre la valeur économique et la valeur esthétique ou morale, et la profonde disjonction dans notre société entre ces deux valeurs. Je crois que c'est franchement, probablement là, un des maux les plus graves de tous ceux dont nous souffrons. C'est d'être des êtres humains et par voie de conséquence d'avoir besoin au-delà des besoins fondamentaux des hommes et des femmes qui sont décrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'avoir profondément besoin de croire. Alors on peut croire à Dieu, on peut croire à d'autres valeurs, mais de toute façon on a besoin quelque part de s'élever. Et mettant ces valeurs au-dessus de toute chose, elles devraient être précisément ce qui compte le plus. Or, précisément, c'est ce qui compte le moins. Et c'est peut-être ce qui permet à la fois la conduite irrationnelle que nous avons et dont je parlais tout à l'heure, parfois conduite contre nature, et à la fois cette espèce de mépris de l'autre et de mépris du monde dans lequel nous vivons, des espèces végétales et animales qui nous entourent, que nous détruisons de manière plus qu'accélérée, sans même les connaître d'ailleurs, mais à la limite, tout le monde s'en fiche. Et puis, je terminerai, pour ne pas être trop long, puisqu'on avait dit avec Gilles quelques minutes, sur le fait que cette capacité extraordinaire que nous avons à nous autodétruire, nous commençons à nous autodétruire et à nous automodifier, puisque maintenant on en est là. Eh bien, nous avons commencé par l'expérimenter sur les espèces. Et de préférence, celles qui sont insolites, parce que celles que nous domestiquons, qui nous sont utiles sur un plan économique, celles-là, on les regarde de manière différente. Et par voie de conséquence, nous sommes, non seulement nous détruisons, comme je le disais tout à l'heure, mais nous sommes partis allègrement sur la modification génétique de ce que nous connaissons, c'est-à-dire maïs, soja, mais de tout ce qu'il y a autour que nous ne connaissons pas et qui subira la pollution génétique des espèces que nous aurons modifiées sans qu'on sache même ce que nous avons modifié, comment nous l'avons modifié et les conséquences qu'auront ces modifications. Voilà, donc je crois que ce beau sujet nous renvoie à des interrogations philosophiques extrêmement profondes. Alors peut-être ne fallait-il pas, Gilles, commencer avec des propos aussi sérieux, je ne sais pas, d'ordre philosophique. Alors, pour terminer avec l'enthousiasme, eh bien, je terminerai un peu comme j'ai commencé, mais en sens contraire, en disant que cette faculté de pouvoir encore s'émerveiller, eh bien, c'est probablement ce qui nous est offert de plus beau, c'est cette faculté de nous renouveler, de retrouver, et dans la nature et dans ceux qui viennent derrière, dans nos enfants, les espoirs que nous n'avons pas été capables d'accomplir, enfin les réalisations que nous n'avons pas été capables d'accomplir et par conséquent les espoirs que nous pouvons avoir, et dans ceux qui nous entourent, que nous ne connaissons pas et que nous découvrons cette faculté d'émerveillement qui est celle de l'enfant et cette faculté qu'ont les êtres humains de pouvoir garder toujours au fond d'eux-mêmes cette
capacité d'ouvrir des grands yeux, d'être émerveillé, de dire c'est beau et d'être heureux de pouvoir le dire. Merci. Merci Corinne. Bien. Avant de passer la parole à Jacques Florentin, je fais amende honorable. J'ai oublié d'excuser Yves Pacalet, célèbre écrivain et marcheur, qui devait être parmi nous, qui est souffrant, qui fait un effort pour venir vraisemblablement demain, mais c'est pas sûr, ça dépendra de son état. Voilà, donc pour lui, je l'excuse auprès de vous. Et puis, juste avant, histoire, quelque chose qui me revient comme ça en consultant mes papiers, Jacques Florentin. Avant de vous passer la parole, je donne, pour les gens qui n'auraient pas les repères quand même, que dans notre merveilleuse planète, ça aussi, les espèces vivantes entre 10 et 30 millions, il y en a 1,7 de connus à peu près. Depuis 1600, on a recensé 484 espèces de vertébrés qui ont disparu, 654 plantes disparues, et qu'aujourd'hui, dans les plantes menacées, on en a 3632, si mes chiffres sont exacts, des chiffres 2001. Voilà, histoire de passer la parole aux spécialistes de la pharmacopée. Merci. Merci à Jean-Yves et à toute son équipe pour nous inviter de nouveau dans un monde du festival qu'on pourrait appeler un monde insolite, parce que c'est vrai qu'on baigne ici dans un environnement tout à fait exceptionnel de qualité. Et puis, ce qui est appréciable aussi, c'est nous qui passons parfois beaucoup de temps à enseigner, ici on apprend. Et on est là pour apprendre énormément de choses de la part des autres. Et c'est vraiment un milieu extrêmement propice et favorable et dans lequel on se sent extrêmement bien. Merci aussi à ceux qui sont là, fidèles du Festival de Cavaillon. Quand j'ai lu la petite chronique introductive de ce 20e festival, j'ai bien apprécié ce que soulignait Jean-Yves, l'observation du bâton plié que l'on observe lorsqu'on est au-dessus d'une rivière. Et on voit effectivement que le bâton change d'angle quand il passe du milieu aérien vers le milieu aqueux. Eh bien, c'est en méditant sur cette observation-là que je me suis dit, finalement, on travaille depuis des années sur les médicaments à base de plantes. Et en fait, on dit sans cesse que le bon Dieu a créé dans les plantes tous les médicaments dont l'homme a besoin. La question que je me suis posée, ces plantes ont-elles vraiment besoin de ces mêmes médicaments pour elles-mêmes? Et en fait, les molécules que nous avons, nous, comme molécules thérapeutiques, n'ont pas forcément les mêmes fonctions dans la plante, dans le végétal. Je vais prendre un exemple assez simple et édifiant, qui est celui de l'aspirine que tout le monde connaît. Chacun sait maintenant que cette molécule qui a des propriétés antipyrétiques contre la fièvre et contre la douleur, est issue au départ d'une plante, le saule, dont on a tous pu observer que ce fameux saule est un arbre habitué des rivières, qu'il a les pieds dans l'eau, et on dit que s'il a les pieds dans l'eau, bien c'est qu'il est capable de lutter contre les refroidissements, donc les maladies grippales, donc la fièvre et la douleur. Et effectivement, on a retiré de ce saule blanc, de l'écorce de saule blanc, on a retiré de l'acide salicylique, qui a donné ensuite, par transformation, naissance à l'aspirine, qui est actuellement le premier médicament vendu au monde. C'est une tradition qui n'est pas trop récente chez nous en Europe, mais par contre qui est très ancienne en Chine. Et les Chinois utilisent depuis plus de 2000 ans le saule pleureur, qui est Salix babylonica, qui est originaire de Chine, et qui a des propriétés traditionnelles identiques. On utilisait son écorce de saule pour soigner les fièvres. Alors on a souvent expliqué ces indications thérapeutiques par la fameuse théorie des signatures, en disant que la plante signait son usage. C'était plutôt une approche mnémotechnique, je ne parle pas ici du monde de Nemo, mais de la manière dont on essaye de se souvenir de l'usage d'une plante par une observation astucieuse, parce qu'en fait, si on regarde le rôle de l'acide salicylique dans la plante, on s'aperçoit qu'elle n'est pas du tout antifébrile, elle ne lutte pas du tout contre la fièvre, bien au contraire. On s'est aperçu que l'acide salicylique dans le végétal induit la thermogénèse, c'est-à-dire qu'elle augmente la chaleur de la plante, bon, pas chez toutes les plantes, mais que chez quelques espèces, notamment de la famille des aracées, dans les arômes. Et on s'est aperçu que lorsque cet acide salicylique s'accumule de plus de 100 fois au niveau de l'inflorescence, eh bien, la température monte énormément. Ce même acide salicylique, vous le savez aussi, permet de prolonger la vie des plantes. Quand on vous vend des fleurs coupées,
on les trempe, on rajoute un petit sachet dans le vase avec de l'acide salicylique? Eh bien, tout simplement parce qu'il va perturber complètement le métabolisme de l'éthylène qui, lui, favorise la floraison. Donc, on voit que ces molécules dans le règne végétal ont des propriétés totalement différentes de celles qu'elles peuvent avoir chez l'homme. Et ce même acide salicylique a encore d'autres propriétés intéressantes. On pense qu'elle agit un petit peu à la manière d'une hormone dans toute la plante, c'est-à-dire qu'elle est capable de produire un signal qui permet à des gènes de la plante de s'exprimer et de coder pour des protéines ou des inhibiteurs de protéase. Tout ceci permet à la plante de lutter avec efficacité contre les prédateurs, les insectes ou les herbivores. Et ce serait l'acide salicylique qui serait, je dirais, la molécule clé de cette réaction de défense produite par l'organisme. Alors vous voyez qu'à partir d'une seule molécule, elle a des activités diverses dans la plante, des activités autres chez l'homme, et on peut même aller beaucoup plus loin, puisqu'on s'est aperçu maintenant que, toujours en prenant l'exemple du saule, eh bien, certaines de ces plantes concentrent les métaux de manière très importante. Et on s'est aperçu que le saule, enfin un autre saule que les deux dont on vient de parler, c'est le saule des vanniers, il peut accumuler le cadmium spontanément de 10, 20, 30, 50 ou 500 fois la teneur qui se trouve dans le sol. Donc là, on a une autre idée, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les plantes pour faire ce qu'on appelle maintenant de la phytoextraction? Alors c'est compliqué parce que pour moi, pharmacien, la phytoextraction, c'est faire de l'extraction végétale et des médicaments à base de plantes. Mais pour les environnementalistes, maintenant, la phytoextraction, c'est utiliser des plantes pour extraire des polluants du sol. Et on peut donc, maintenant, enfin on pourra, parce que les techniques sont seulement en train d'être mises au point, mais on aura des plantes spécialisées dans l'extraction du cadmium, donc comme ce saule, d'autres plantes qui sont capables d'extraire le chrome, comme la moutarde indienne. On a des plantes qui vont extraire le nickel, comme le philanthus. Et on pourra dépolluer les sols riches en métaux. On a aussi d'autres plantes indicateurs de pollution, comme le peuplier, par exemple, dont on peut en faire une espèce spécialisée pour repérer les émissions radioactives de strontium. Donc vous voyez qu'avec le végétal, finalement, on arrive à des tas de trouvailles extrêmement intéressantes en étudiant le devenir de certaines molécules dans cette plante-là. Parfois, elles ont un rôle en environnement, parfois, elles peuvent avoir un rôle en thérapeutique. Donc, c'était cette observation qui me paraissait intéressante de se dire que finalement, on n'a pas assez regardé à quoi servent tous ces médicaments dans le règne végétal, parce que bien souvent, elles ont seulement des fonctions très différentes. Et puis, une deuxième idée que je voulais développer aussi, c'est une idée qui me préoccupe depuis longtemps. Plus on parcourt le monde en étudiant et en recensant le savoir des plantes, plus on s'aperçoit que chaque plante a des dizaines et des dizaines d'usages, parfois pour la même plante, des fois des usages différents d'un pays à l'autre. Mais finalement, face à cette très grande diversité des usages thérapeutiques dans le monde, eh bien, on va arriver à une espèce d'universalité des indications thérapeutiques. Je m'exprime par là. Actuellement en Europe, chaque pays a développé depuis 1 ou 2 siècles sa propre pharmacopée dans laquelle chaque pays a cité les 200 ou 300 plantes qu'elle considère comme traditionnelles et qu'elle utilise. Et petit à petit, on fait l'Europe, c'est-à-dire que les Allemands ont une liste de plantes, les Français aussi, les Espagnols aussi, et au niveau de l'Europe, on est en train maintenant de faire, je dirais, une liste commune des plantes qui sont reconnues par tous pour des propriétés identiques. Alors c'est pas facile parce qu'il faut faire des concessions. Par exemple, nous, on utilisera l'arpagophytum comme anti-inflammatoire. Les Allemands diront que c'est plutôt un stimulant de l'appétit. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. Mais finalement, à discuter de toute cette diversité, on va arriver à une certaine universalité. Et cette universalité, elle gagne du terrain un petit peu partout dans le monde parce qu'on va être obligé petit à petit de se mettre d'accord sur les usages. Même si les conceptions thérapeutiques sont différentes, je pense à la médecine chinoise, même si les croyances n'ont rien à voir, la classification des maladies sont différentes, on finira par trouver des points communs entre l'usage des plantes à Madagascar, par exemple, et celle en Europe. Et l'idée qu'on développe maintenant au travers de notre association et de l'ethnopharmacologie, c'est d'essayer un peu partout dans le monde de promouvoir le développement de médicaments à base de plantes,
avec des plantes qui sont connues de tous, qui font donc partie du patrimoine mondial, de la connaissance mondiale, qui n'appartient à personne, qui appartient aux hommes, qui appartient à la Terre, et qui ne sont pas brevetables. Et on devrait avoir aujourd'hui la capacité partout dans le monde de produire des médicaments à partir de ses propres ressources naturelles, sans avoir le besoin de les breveter, puisqu'on n'invente rien de nouveau. On utilise simplement ce que l'on connaît depuis des millénaires, parce que les guérisseurs les utilisent depuis très longtemps. Et ceci se met en place petit à petit, et c'est à mon avis une perspective extrêmement optimiste de développement pour notamment les pays du Sud, qui, comme chacun sait, ont très peu accès aux médicaments modernes. Merci Jacques. Je crois qu'on va revenir dans le débat sur le statut de la plante. C'est ça que vous nous proposez. Elisabeth Monteflorac, je vous cède la parole à vous et à vos insectes alors. Bonsoir à tous. Donc, je vais commencer par un chiffre simplement. 200 millions d'insectes, un seul individu. Pour chaque personne sur le monde, il existe, c'est un chiffre qui a été avancé par des scientifiques, environ 2 millions d'insectes à un moment donné, à un temps T. Quand on avance des chiffres comme celui-ci, il est bien évident que ça nous renvoie à de grandes peurs et à des angoisses qui se manifestent dès que l'on voit passer un insecte devant nous, et plus encore quand on est dans un milieu fermé qui est un milieu de zone urbaine. Quand on est dans un appartement, on ne supporte pas qu'il y ait un insecte. Et si je demande à la plupart d'entre vous, qu'est-ce que vous faites si vous voyez une araignée chez vous? Qu'est-ce que vous faites si vous voyez un cafard chez vous? Qu'est-ce que vous faites si vous voyez un petit ver dans votre assiette? Je crois que pratiquement tout le monde va me dire j'écrase, je tue. Or, il y a, et c'est là que ça devient insolite pour moi aussi, j'ai commencé comme tout le monde à écraser les insectes, et maintenant c'est quelque chose que je fais moins. Je dis moins parce que je suis honnête, que je continue à le faire de temps en temps. C'est quelque chose qui était très insolite pour moi et qui est devenu moins grâce à une rencontre avec une collègue mexicaine qui adorait les insectes et qui les adorait parce qu'elle les mangeait, parce qu'elle les regardait, parce qu'elle les observait. Dans le travail qu'on réalise en ethnosciences, c'est un travail sur les rapports entre l'homme et la nature. Comment une personne, dans une culture donnée, à un âge déterminé, puisque cela intervient également, dans une classe sociale déterminée, va regarder un insecte, un animal, un élément de la nature, et va se comporter par rapport à cet élément. Et c'est là que, quand on va dans le monde et que l'on observe les personnes et que l'on observe leur façon de faire, leur façon de penser, on se rend compte qu'il y a des façons tout à fait différentes d'envisager la beauté, d'envisager la laideur et d'envisager la peur. Ce dont nous avons peur, nous, ici, n'est pas du tout la même chose que ce dont ont peur d'autres personnes qui sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou ailleurs. Donc, pour suivre cette collègue mexicaine, je me suis amusée, et j'ai un peu fermé les yeux au début, à manger des insectes. Et j'avoue que j'entends des rumeurs dans la salle, je ne vois pas les visages, mais j'imagine. Il y a effectivement eu chez moi, et je l'observe aussi chez beaucoup d'autres personnes qui sont autour de moi, un moment de rejet qui était totalement ridicule. Si je vous dis, et on n'est pas très loin de Noël, vous mangez des huîtres? Oui. Vous mangez des crevettes, des gambas? Certainement, oui. L'huître, c'est vivant. La crevette, c'est cousin germain avec les cafards, avec les cloportes. Pourquoi mangeons-nous les uns et pas les autres? Donc, je me suis mise à en manger et je me suis rendu compte qu'effectivement, quand l'apparence que j'avais en tête avait disparu et que pour moi, insecte signifiait bon, pas toujours d'ailleurs, parce qu'il y en a que je n'aime pas, mais il y a aussi des végétaux que je n'aime pas ou des plats que je n'apprécie pas, eh bien, alors mon regard changeait, ma façon d'envisager les choses changeait. Et à tel point que, à partir de cet instant-là, j'ai commencé à regarder les insectes de façon différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller écraser un insecte, j'ai commencé à le regarder et à m'émerveiller, la même chose que je fais avec les fleurs, qui continuent à m'émerveiller après autant de temps. Les insectes sont magnifiques. Pourquoi? Parce qu'ils
ils bougent. Alors c'est un problème quand on veut faire de la recherche sur les insectes parce qu'il faut leur courir après. Mais ils bougent et donc ils sont très actifs. Et cette activité, il y a beaucoup de populations dans le monde qui l'ont utilisée à des fins tout à fait diverses. On a utilisé, il y a certaines populations au Mexique où on met des petites lucioles dans les cheveux. Et je vous assure que le soir, ça fait très joli dans une chevelure de voir les petites lucioles qui brillent, des petits vers luisants. On les utilise pour des pratiques d'initiation. Et là, on faisait, parce qu'on le fait quand même beaucoup moins, des espèces de planches de tressage, plus exactement, dans lesquelles on met des têtes de soldats de termites ou de soldats de fourmis, ceux qui mordent bien fort, de façon à ce que l'adolescent puisse se rendre compte qu'il est devenu un homme parce qu'il sait supporter la douleur. Alors je sais que dans nos sociétés, on a évacué tout ce qui était le sang, tout ce qui était animal, tout ce qui était excrément, tout ce qui est douleur, tout ce qui est mort. Dans d'autres sociétés, on le regarde en face et on se dit qu'il y a quelque chose à en tirer. Et ce même pouvoir de mordre d'un insecte, on va le retrouver aussi puisque les soldats de termites constituent des points de suture naturels. On va les utiliser pour raccommoder les plaies. On va utiliser aussi beaucoup d'autres insectes comme insectes médicinaux. On va les utiliser, et nous les utilisons, dans un registre qui n'est absolument pas reconnu et qui recoupe là un problème que l'on retrouve quand l'on étudie les pratiques thérapeutiques traditionnelles, à savoir qu'on utilise des insectes pour éliminer ceux qui sont dans notre vie quotidienne ou dans certains lieux. Et de la même façon, il y a des insecticides que moi j'appelle des insecticides mentaux, c'est-à-dire que si je vous dis que les Égyptiens utilisaient des chiures, excusez-moi le terme, c'est le terme académique pour en parler, c'est-à-dire les excréments des mouches. Ils utilisaient les excréments des mouches pour soigner les maux d'yeux. Alors, il est bien évident que quand on veut avoir des crédits pour la recherche, c'est un petit peu difficile d'expliquer qu'on veut faire des tests pour vérifier la véracité de cette hypothèse. Eh bien, il y a des études quand même qui ont été menées sur les excréments des chauves-souris qui étaient utilisés aussi par les Égyptiens et avec aussi un effet sur les yeux, sur des maux d'yeux. Et il s'est avéré que dans ces excréments, il y avait énormément de vitamine A. Alors pourquoi avoir des a priori et éliminer d'emblée des informations qui nous semblent tout à fait insolites, mais insolites dans le style à éliminer, alors qu'on peut y trouver, peut-être, ça n'est pas dit qu'on va trouver, mais peut-être quelque chose de très intéressant. De même dans la toile d'araignée, et là on élargit les insectes, puisque nous portons tous une valeur du terme insecte différente suivant comment on a été éduqué. Donc, je ne parle pas d'insectes au terme entomologique, mais d'insectes suivant le langage populaire. Eh bien, ces araignées, on a longtemps, et beaucoup de personnes, je suis sûre, ici, continuent à utiliser la technique. Quand elles se coupent et qu'elles en ont à leur portée, elles vont enrouler une toile d'araignée autour de la coupure. Eh bien, on a toujours trouvé ça ridicule, et pourquoi utiliser des pratiques comme ça qui nous paraissent complètement insolites ? Eh bien, on a trouvé effectivement qu'il y avait un produit qui était un produit coagulant qui se trouve dans la toile des araignées et qui est un produit très intéressant. Donc, il faut vraiment aller dans l'insolite, mais au-delà d'un insolite qui est négatif pour nous, vers quelque chose qui est une interrogation simplement. Et quand on est vraiment scientifique, la démarche scientifique consiste non pas à éliminer a priori des éléments d'information, mais à se poser la question, est-ce que oui, est-ce que non ? Avec l'humilité de reconnaître que nous ne disposons actuellement que de techniques très limitées encore pour comprendre ce qui peut se passer dans le corps et dans l'esprit d'un être humain quand il s'agit de santé. Alors, quand il s'agit de santé, nous connaissons bien aussi les insectes au niveau des présages, au niveau des pronostics, au niveau des prévisions météorologiques, etc. Et là aussi, ça rejoint notre représentation de l'insecte, c'est-à-dire que quand on voit un insecte, on va avoir quelque chose qui va nous sembler très positif. Si je vous dis une petite coccinelle à 7 points, c'est le bonheur, très bien. Si je vous dis une araignée, il faut voir l'heure à laquelle je l'aurais vue et la grosseur de l'araignée. Nous allons tous réagir d'une façon différente. Mais là encore, il ne faut pas écarter, il ne faut pas considérer cette
insolite comme négatif quand on parle au niveau scientifique de quelque chose d'intéressant. Un présage est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on utilise ce qui est à notre portée et les insectes sont tellement nombreux, tellement variés, tellement insolites dans leur comportement qu'ils nous renvoient quelque chose, ils nous renvoient un signe. C'est un signe que inconsciemment nous attendons. Et en conséquence, on va à ce moment-là gérer une peur, une angoisse profonde qui est là-bas derrière avec quelque chose. Il est bien évident que des araignées, on peut en voir à n'importe quel moment, on n'y prêtera pas attention, sauf certains jours. Et quand on dit araignée de tantôt cadeau, oui, bon, quel tantôt, quel cadeau, etc. Donc c'est une réponse vraiment tout à fait individuelle qu'on donne. L'insolite, ça sera donc pour notre société de passer de l'horreur, de quelque chose qui est... Parce que les films nous renvoient aussi à ces horreurs. Quand on voit des mouches absolument énormes, des araignées énormes qui dévorent des populations entières, il est évident que ça va dans le sens de ce que nous avons l'habitude de voir. Mais de passer de l'horreur à l'émerveillement, c'est-à-dire au lieu de rejeter, de penser, au lieu d'écraser déjà, de penser à mettre sur un petit papier, parce qu'effectivement, il y en a qui peuvent avoir des effets négatifs sur la peau ou sur le corps, mais les jeter par la fenêtre. Et avant de les jeter par la fenêtre, de regarder. Et là, on va vraiment découvrir des choses magnifiques. Alors, c'est très important tout ça, pourquoi ? Parce qu'on va transmettre l'insolite. Et là, c'est vraiment un problème qui nous concerne tous, transmettre l'insolite et le gérer. Le gérer avec des bombes insecticides à tout instant. On parle bien sûr de tous les problèmes d'environnement, des problèmes de la nature. Nous avons tous notre part dans la question. Et pour sauvegarder nos petits jardins, pour sauvegarder notre intérieur, pour sauvegarder notre bien-être, on pulvérise des insecticides, des pesticides, de façon parfois inconsidérée. Formation aussi parce que ce sont les générations à venir qui sont concernées et qu'on transmet ce que l'on vit. On le transmet de façon différente par le geste. Les enfants vont refaire le geste que l'on fait, vont avoir les mêmes attitudes d'élimination, mais aussi parce qu'il y a un regard à porter là-dessus. Alors les contes maintenant sont de plus en plus à la mode et c'est très bien. Je fais partie d'un laboratoire d'ethnolinguistique où on travaille beaucoup sur les contes et on voit bien sûr la portée de ces textes de tradition orale qui ont, au-delà des mots, et qui transmettent au-delà des mots des valeurs quelles qu'elles soient. Et il y a vraiment à faire connaître à travers des contes, à travers des petites histoires, à travers des tas de choses, le monde de la nature aux enfants. Et à ce moment-là, de leur faire comprendre ce que sont les éléments. Pourquoi la fourmi a la taille aussi mince, pourquoi le scorpion n'a pas de tête, etc. C'est fait de façon ludique, mais ça apprend aussi aux enfants à regarder, à respecter et à aimer, tout simplement. Merci beaucoup. C'était passionnant, on en a encore pris pour une heure ou deux. Patricia, je vous passe la parole en grande responsable de la mer. Oh non, c'est pas un grand responsable de la mer. Non, mais j'ai essayé, comme mes chers amis réunis autour de cette table, de réfléchir sur l'aspect insolite. Et je trouve un des premiers aspects insolites que je remarque aujourd'hui, c'est le manque absolu de réflexes collectifs salutaires. Quand quelqu'un est sous un tréteau qui s'effondre, avant de savoir l'heure et la taille du tréteau qui va vous tomber dessus, vous sortez et après vous sauvez votre peau, quoi. Et là, on a tous cette impression, dans tous les pays, tous les dirigeants, tous les scientifiques, ça y est, je crois qu'on est tous un petit peu d'accord pour se dire attention, ça va aller mal, quoi. Et ça reste très calme, il n'y a pas de réflexe salutaire, on sait qu'on pourrait éviter certaines choses, et puis on décide, on calcule, alors on fait des colloques pour savoir l'heure et la taille de la catastrophe, où ça va frapper. Et il y a cette espèce de torpeur absolument démentielle, donc ça pour moi c'est déjà insolite, ce manque de réflexe collectif de survie. Et puis également aussi ce manque peut-être de générosité. C'est-à-dire que la nature, si on voulait faire une petite fable un peu courte, on dirait que la nature est dans le rôle de la fille bien et que l'être humain est dans le rôle du sale type, quoi. La nature est généreuse, elle nous nourrit, elle nous porte, elle nous soigne, elle prévoit même les futurs éléments pour réparer nos erreurs, puisque j'apprends qu'on peut décontaminer des sols avec des plantes. La nature, c'est une fille formidable. D'ailleurs, quand on dit quelqu'un qu'il est formidable, on dit « oh oui, il est très naturel ». Donc, quelque part, il y a dans l'effet naturel, dans le devenir de la nature, quelque chose de très généreux. Et l'homme, plus ça va, plus il est gâté dans cette nature qui le coconne, comme une mère nourricière, plus il se comporte en vandale, en sale voyou, en mauvais fils,
C'est pas très joli. Et donc peut-être qu'une des solutions, enfin l'insolite, ça serait peut-être de revenir à une forme de générosité, mais de façon quotidienne, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la nature, et que peut-être des solutions, ça doit peut-être autour du cœur, on doit pouvoir trouver peut-être des solutions. Moi, je suis convaincue que le cœur rend créatif, que les gens généreux sont des gens qui observent, qui ont le sens de l'eau. On parle beaucoup d'empathie en ce moment, et je crois que ça rend créatif d'observer les besoins des autres, parce que généralement, on fait des petites passerelles quand on observe comme ça des gens, qu'on sort un peu de son auto-contemplation. Et par exemple, pour prendre un exemple de la mer, pour revenir à la mer, parce que c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui, je vois par exemple l'état des océans. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ne vont pas bien. Que, par exemple, on prend la surpêche, par exemple, pour commencer par ça. La capacité des bateaux de pêche n'a jamais été aussi forte sur Terre. La Chine se développe de plus en plus et je crois qu'elle vient de doubler sa capacité de bateaux de pêche. On atteint des sommets absolument démentiels. Les poissons ne se reproduisent pas, malheureusement pas aussi vite. Tout le monde sait qu'il faut arrêter de pêcher, qu'il faut faire attention, qu'il faut respecter les populations, la reconstitution des stocks, l'âge des individus, etc. Et il ne se passe rien du tout. Aujourd'hui, il y a des capacités technologiques de réguler certaines choses. On peut aujourd'hui localiser les bancs de poissons, on peut faire des analyses pour savoir quel est l'âge des individus, est-ce qu'ils ont besoin d'être pêchés maintenant, dans 2 ans, est-ce qu'au contraire, il faut un moratoire. C'est une question de volonté. Scientifiquement, technologiquement, on peut très bien se dire, bon, allez, on va essayer de diminuer un petit peu la casse, on va leur laisser juste le temps de se refaire. Et puis, par exemple, on pourrait aussi imaginer un truc tout bête. La plupart des gens tuent les poissons avant de les vendre. Donc vous avez pêché, vous raclez le fond des océans, vous serrez tout ça bien fort dans un filet, même avant d'être sortis de l'eau, ils sont asphyxiés dans la nasse. Et puis après, ils ramènent tout ça au port, alors de l'énergie, du machin, et on déverse tous ces poissons et on commence la cotation. J'en ai 3 tonnes, t'en as 2 tonnes, j'en ai 30 tonnes. Et quand les cours s'effondrent, il est courant de voir des poissons rejetés à la mer. Alors c'est un peu du gâchis. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, envisager des cotations en direct sur le lieu de pêche ? J'ai repéré mon banc de poissons, j'estime, j'ai des sonars, j'ai des capacités technologiques de savoir qui est dans ma nasse et qu'est-ce que ça représente. Et j'annonce la couleur, comme au bridge. J'annonce avant de mettre la carte sur la table. Et puis bon, après, à chacun d'assumer sa livraison. Mais au moins, si le cours s'effondre, on peut soit relâcher la nasse, soit éventuellement la maintenir en état de survie une journée ou 2. Enfin, on peut, si on veut vraiment résoudre le problème de la disparition des poissons, sans renoncer à la pêche et surtout sans arriver au fait que quand il n'y aura plus de poissons, c'est pas malheureusement les pays pauvres, les pays riches qui vont craindre, qui vont souffrir les premiers. Je crois que c'est malheureusement ceux pour qui la pêche est une véritable ressource. Donc ça, ce manque de créativité, ce manque d'ingéniosité, alors qu'on est capable d'observer Mars tous les soirs à la télé pour savoir s'il y a oui ou non de l'eau ou de la vapeur, je ne sais pas trop quoi. On n'est pas très créatif pour des choses simples et qui sont porteuses de générosité, parce qu'effectivement, ça permettrait aux poissons de survivre un peu plus longtemps, de se reproduire, et à ceux qui n'ont que ça pour se nourrir, peut-être de continuer à le faire. Donc ça, je trouve que c'est une drôle d'aspect insolite. Pourquoi est-ce que l'homme n'arrive pas tout simplement à être sympa ? Ça, c'est une grande question, je pense qu'on se le demande souvent. Je pensais aussi, pour revenir à la mer, tout le monde trouve normal. Dès que ça se passe en l'air, c'est formidable, on dépense plein de sous, on réfléchit, on est très malin, et dès que ça se passe sous terre ou sous l'eau, là, ça devient très très compliqué. Je sais pas, il doit y avoir un petit problème de vertèbre, on doit avoir du mal à baisser la tête. Il n'y a pas aujourd'hui dans le ciel aérien un avion qui ne décolle. On sait où il va, quand est-ce qu'il atterrit, qu'est-ce qu'il transporte. Ça s'appelle le contrôle aérien. C'est quelque chose que tout le monde accepte. Il y a l'espace aérien, il y a des espaces qui appartiennent à des pays, des espaces qui appartiennent à la personne, un peu comme la mer. Pourquoi la notion de contrôle maritime n'existe pas ? Pourquoi est-ce que les bateaux ne partent pas avec, on sait qui est à bord, où ils vont, qu'est-ce qu'il fait ? Et puis tiens, monsieur, vous êtes sur une ligne, il y a un gros ouragan qui arrive, est-ce que vous ne pouvez pas dévier ? Les collisions, les marées noires, les bateaux poubelles, les voyous de la mer. Pourquoi est-ce que c'est ce manque de volonté d'appliquer des solutions qu'on a déjà trouvées pour d'autres problèmes, pour un problème qui est crucial ? Il faut quand même rappeler que la mer, c'est 75% de la planète. C'est à peu près l'équivalent du liquide que vous avez dans votre corps. Donc, imaginez qu'un individu qui serait atteint, qui serait malade dans 75% de son corps, on commencerait peut-être à se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Il a besoin d'un petit coup de main. Et puis je pense aussi que peut-être la mer, ça pourrait être... si l'humanité avait peut-être besoin d'un projet commun, pourquoi pas se pencher tous au chevet de la mer pour commencer par celui-là, ça serait pas mal. Donc moi, pour juste en revenir à l'insolite, je m'étonne du manque de cœur de l'homme pour la nature, parce que... Et en plus, ce serait tellement naturel de lui rendre tout ce qu'elle nous a donné. Donc voilà, c'est ça qui m'étonne. Merci, Patricia. Bien. Moi, avant de vous donner la parole, j'ai 2-3 questions que j'ai envie de vous poser.
celle ou ceux qui veulent, ou celui qui veut répondre. Je me dis déjà, c'est pour rebondir sur ce que dit Patricia Ricard, c'est pourquoi on ne fait rien. Pourquoi finalement, si on a toutes les clés en main, qu'est-ce qui bloque j'ai envie de me tourner vers la politique quand même. Qu'est-ce qui bloque quand on sait, on a un diagnostic très précis, on a la technologie pour résoudre les choses, on sait qu'il y a juste la question de la décision, de la volonté humaine. On sait aussi qu'il y a suffisamment d'associations qui alertent. Enfin, il n'y aurait pas docilité de l'opinion publique à finalement soigner la mer. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui vous a bloqué, vous, quand vous étiez ministre de l'Environnement, par exemple ? Qu'est-ce qui bloque ? C'est pas le ministre de l'Environnement, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, qui bloque. Je crois que le problème est à la fois plus simple et plus profond. C'est que tout simplement, ça n'intéresse pas le politique. Voilà, c'est extrêmement simple. C'est pas ça l'objet. L'objet, c'est pas de s'intéresser. Enfin, je vous fais une réponse très très directe de ce qui me paraît être expérience maintenant de quelques années. Et puis, vous savez, j'ai la mauvaise habitude de dire ce que je pense. C'est pour ça qu'on vous invite. Je crois qu'il suffit de regarder ce qui se passe. C'est pas l'objet. L'objet, il est immédiat et il est purement économique. Et vous voyez, après 30 ans d'expérience de toute nature dans le domaine de l'environnement, je suis convaincue que si on a une chance de s'en sortir, c'est le jour où ça coûtera tellement cher la dégradation de l'environnement, les pertes en vie humaine, les coûts directs, parce qu'indirect, on s'en fout aussi, mais les coûts directs des catastrophes dites naturelles, que le système ne pourra plus le supporter. Et le jour où le système ne pourra plus le supporter, à ce moment-là, il y aura une vraie pression économique pour que les choix changent. Et le jour où il y a une pression économique pour que les choix changent, les politiques changeront. Mais aujourd'hui, je le dis comme je pense que le poids de la société civile et de l'opinion publique n'est pas suffisant pour faire un véritable contrepoids à ce que représente la pression économique dans le monde contemporain. Alors, voilà. Vous venez, Corinne Lepage, de passer la parole à la salle, là. J'en suis heureuse. Si on peut avoir de la lumière, on aimerait bien vous voir. Voilà. Et je suppose qu'il doit y avoir des micros pour recueillir vos réactions. Je vois un monsieur... Voilà. Bonjour. Vous venez de poser une question, pourquoi rien ne change alors qu'on a tous les moyens ? Il y a la réponse du côté politique, effectivement, il faut être vraiment dans le mur pour changer. Maintenant, il y a peut-être une autre cause, c'est qu'on a tous peur de manquer, on continue toujours à nous dire qu'il n'y a pas assez, et on ne sait pas du tout comment on pourrait s'y prendre s'il y avait tout sur Terre de manière suffisante. Donc moi, je vous engage individuellement et tous ceux que ça peut brancher, de réfléchir sur un modèle politique et économique dans lequel l'énergie est gratuite, tout se passe bien, comment on peut s'y prendre. Et là, on pourra communiquer aux gens, là, ils pourront se rendre compte qu'ils n'ont plus besoin d'avoir peur, et là, à ce moment-là, les solutions nous arriveront sur un plateau. Là, juste à ma gauche, là devant, je vois un monsieur. Allô ? Oui. Excusez-moi. J'ai une question donc à poser. Voilà, donc je disais, les eaux territoriales françaises sont extrêmement étendues. Je pense par exemple autour des Kerguelen. Et on sait très bien que pour surprendre un bateau de pêche étranger, un pirate qui vient pêcher, il faut le prendre en flagrant délit. Or, c'est extrêmement difficile à surveiller. Le bateau peut larguer la cargaison avant d'être pris. Moi, j'ai une question à poser sur cet aspect précis des choses qui dévaste les fonds marins et les eaux françaises, après tout, parce que c'est quand même de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle loi on peut essayer d'adopter pour éviter que, justement, on soit obligé de prendre les gens en flagrant délit ? Est-ce qu'on ne peut pas intervenir ou en amont ou en aval bon, voilà, par exemple, hein. Je pense également aussi au Japon, qui vraiment sont des pirates des mers et qui aujourd'hui
pêchent dans les eaux territoriales, par exemple africaines, contre des pots de vin et qui dévastent absolument les fonds avec des moyens extrêmement puissants, des bateaux-usines qui congèlent tout et qui ramènent ensuite au Japon, alors que c'est un pays qui fait ça de façon toute, j'allais dire, c'est pas un pays, c'est un grand pays, c'est un pays moderne et qui pourtant a des pratiques qui sont condamnables. Voilà. Si vous permettez, un vieil entomologiste qui s'est intéressé qu'aux fourmis, il me semble que vous avez oublié 2 ou 3 points assez singuliers. D'abord, que les fourmis ne servent absolument à rien, sauf à embêter les gens, c'est assez vraisemblable. Je crois qu'on ne leur connaît qu'une utilité qui est relevée dans l'Atharva Veda, si je ne me trompe. C'est dans la maladie du diabète, la maladie des urines sucrées. L'Atharva Veda disait, si un homme a tel et tel symptôme, tu vas le faire uriner sur les urines, sur les fourmis, pardon, et à ce moment-là, si elles boivent l'urine, c'est qu'il y a la maladie des urines sucrées. L'embêtant, il ne faut pas critiquer trop les textes sacrés, mais c'est pas vrai. Parce que les fourmis, quand elles ont soif, elles boivent toute espèce de liquide. Enfin bref, elles peuvent peut-être boire davantage quand le type a du diabète. Maintenant, il y a un autre aspect qui est assez effrayant. Au cours de mes balades répétées en Afrique équatoriale, il m'est arrivé quelques aventures dont je ne saumâtre. Mais on ne peut pas s'imaginer ce que ça peut bien être que les fourmis chasseresses. Devant le laboratoire où j'étais, nous les avons vus défiler pendant 4 jours de suite. C'était des fourmis, pas beaucoup plus grosses que les nôtres, mais infiniment plus nombreuses. Elles avaient plusieurs usages. En particulier, ces cochons de roi africains, lorsqu'il y avait quelqu'un qui leur déplaisait, ils le faisaient flageller. Mais attention, il ne faut pas qu'il meure. Et ils le ficelaient sur le passage du fourmi. Le lendemain, on retrouvait le squelette parfaitement propre. C'est assez effroyable. Et d'autre part, il y a quelque chose d'assez singulier. Il semble que les fourmis se multiplient d'une manière extraordinaire. Vous ne savez peut-être pas que dans la forêt vierge, on a calculé que le poids du fourmi est supérieur, le fourmi total est supérieur au poids de tous les vertébrés. Je ne sais pas comment ils ont calculé ça, d'ailleurs, parce que pour compter les vertébrés d'une part et les fourmis de l'autre, ça me paraît calé. Mais enfin, c'est dit dans les livres, donc ça doit être vrai. Et enfin, il y a un aspect très singulier des fourmis, et on va peut-être en trouver une utilité. Lorsque vous démolissez le dôme des fourmis dans une clairière, ça m'est arrivé un grand nombre de fois quand j'étais gosse, et même quand j'étais adulte, et même quand j'ai été vieux d'ailleurs. Et il est fascinant de voir à quelle vitesse c'est réparé. Dès le lendemain, il n'y paraît rien. Alors il y a un problème. Les fourmis, c'est des robots inintelligents à l'état isolé. C'est à l'état groupé qu'il apparaît des phénomènes d'organisation spontanée tout à fait extraordinaires. Et ça intéresse énormément les industriels pour la raison suivante. Il arrive que très souvent qu'on aurait besoin de faire travailler dans les cas de catastrophe, par exemple, plusieurs robots ensemble pour déblayer un coin, par exemple. Seulement, ça ne marche pas parce que les robots vont se grimper les uns sur les autres et les fourmis s'arrangent pour qu'elles se grimpent également les uns sur les autres. Mais comment se fait-il qu'il y ait une sorte d'ordre extrêmement rapide qui se produit, qui est hyper rentable? Alors, c'est le problème sur lequel on est depuis pas mal de temps déjà, parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Le fait est peut-être qu'elles peuvent se grimper les unes sur les autres sans s'écraser, alors qu'un robot humain qui est très lourd va en écraser un autre, mais ce n'est qu'une partie de l'explication. Alors, on a constaté à plusieurs reprises des phénomènes extravagants. Quand je me suis aperçu, par exemple, que les fourmis savaient défaire un nœud, j'ai dit il y a 2 hypothèses. Ou c'est une grande découverte, ou je suis devenu complètement cinglé. Eh bien, en réalité, il y avait une explication extrêmement simple. Quand vous voulez défaire un nœud,
vous tiraillez dessus de droite et à gauche quand il est un peu trop serré. Puis à force de tirailler dessus, il finit par se desserrer et vous pouvez enlever le filament. Les fourmis font exactement la même chose, seulement il y a 200 ou 300 ou 400 fourmis qui tirent sur le même nœud. Ça se fait en très peu de temps. Alors les industriels nous ont demandé de définir les lois de ce travail en recoupe. Ben, on n'est pas encore tout à fait assez calé pour ça. D'autre part, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Il y a un phénomène qui est assez embêtant. Il semble que les fourmis se multiplient d'une manière formidable actuellement. Je ne sais pas si les statistiques sont bien sérieuses, mais en tout cas, même en Europe, par exemple, il y a eu dans le sud de la France une invasion de fourmis, je crois que c'est la fourmi d'Argentine, ou je ne sais plus quelle autre, qui est en train de dévorer les fourmis habituelles, et qui est beaucoup plus embêtant, parce que les fourmis habituelles, c'est pas tellement gênant, hein. Mais il y a au Japon des fourmis qui font des fourmilières gigantesques, et puisqu'il y en a une qui aurait 500 km de long. Vous me direz, mais comment vous pouvez dire ça? Ben, je le dis d'une manière extrêmement simple, c'est les Japonais qui le disent, hein. Si par hasard c'est une bêtise, c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que les fourmis d'une fourmilière ne peuvent pas sentir les fourmis de l'autre fourmilière. Elles l'attaquent immédiatement. Or, sur une centaine de kilomètres, il y a des fourmis qui ne s'attaquent pas. Alors, est-ce qu'il y a une menace des fourmis? Ça, je crois qu'on est quand même un peu plus malin que les fourmis pour réagir. Mais enfin, il y a dans cette espèce d'intelligence collective un mystère bizarre que nous sommes très loin d'avoir éclairci. Merci Rémi Chauvin. Je vois très mal, je ne sais pas qui fait circuler le micro. Il y a Michel Chiffre là, qui demande la parole devant. Là. Voilà. À propos de l'intelligence collective, je voudrais demander à Corinne Lepage, qui faisait le diagnostic auquel j'adhère, que l'opinion publique ne fait pas le poids par rapport aux pressions économiques. Et ma question, c'est, bon, comment vous voyez une évolution possible de ce rapport de force qui actuellement est très défavorable? On refait une ou deux questions. Oui, je pense. On reprend encore deux questions, puis on va redonner la parole à nos invités. Non, là, au fond là-bas, au fond à ma gauche. Voilà. Je voudrais simplement demander, parce que je vois tout au fond de la salle des gens qui en ont plein les yeux avec les projecteurs, je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour eux. Ils ont l'air d'énormément souffrir. Ils sont tous cachés derrière leur programme. Pardon. Voilà, je voudrais intervenir là concernant ce déchet de poisson, etc. qu'il y a là. Je vais commencer par vous dire que un monsieur très connu, qui n'est plus parmi nous, avait dit un jour à la télévision, quand les cons, ils arrêteront d'acheter le superflu, on finira par ne plus en fabriquer. C'était Coluche. D'autre part, je voudrais dire, on parle de gaspillage du poisson. Quand vous voyez des émissions comme Thalassa, ou des pêcheurs jettent à la mer des tonnes de poissons qui ne les intéressent pas. Par exemple, ceux qui pêchent la crevette, ils jettent les turbos, ils jettent les sols, ils jettent les plis, ils jettent tous les poissons qui ne les intéressent pas. Vous ne trouvez pas qu'on pourrait créer quelque chose, un organisme qui puisse gérer justement ce gaspillage? On n'a pas appris aux consommateurs à respecter la nature, l'aliment, etc. Il faut savoir que quand on tue des bêtes dans les abattoirs, que ce soit des cochons, et surtout des veaux, des moutons, etc., on consomme que 20% de la carcasse. Tout le restant, c'est gaspillé, alors que tout est mangeable. Simplement, on veut des beaux beefsteaks et on ne veut pas de la bavette, par exemple. Il y a toute une éducation à faire. Alors, cette éducation, elle est faite souvent à des enfants qui
eux ne participent pas à l'achat de ces produits. Je crois qu'il faudrait... C'est les adultes auxquels on devrait apprendre à consommer, à réfléchir, à ne pas gaspiller. Il faut aller voir dans les décharges publiques les déchets qu'il y a. Il y a 40 ans, 50 ans, je me souviens quand j'étais petit, on allait dans les décharges publiques, il n'y avait pas grand-chose. Actuellement, vous avez du pain, vous avez des fromages, vous avez du lait, vous avez du sucre, vous avez des quantités astronomiques de yaourts, etc. quoi. Je veux dire, le gaspillage, je crois qu'il faudrait que tous les consommateurs on s'y mette pour arrêter, quoi. Parce que quand vous voyez qu'il y a 3 ou 4 milliards de gens sur la Terre qui crèvent de faim, je veux dire, on devrait avoir honte de ce qu'on fait. Nous, les pays industrialisés d'ailleurs. Merci. Encore une question pour ce tour-là, et après, on vous redonnera la parole. Hein. On va répondre, j'ai un petit peu serré les... Je voudrais demander à M. Florentin, qui parle de la commercialisation des produits botaniques, qu'est-ce qu'on peut en penser actuellement, étant donné que l'arpagophytum, le pépine, tous ces produits-là sont interdits maintenant dans le commerce, en biologie. Bien. Merci. Si je reprends toutes vos interrogations en les classant un petit peu, il y a des questions qui relèvent du comportement individuel des gens, des habitudes, qui posent la question de est-ce qu'il faut en gros protéger la nature ou plutôt changer le comportement des gens. Moi j'y ajouterais, je ne sais pas si un de nos invités pourra y répondre, mais on se pose quand même une question sur l'insolite de l'homme, qui est certainement une des merveilles de la nature, mais ce que je trouve très insolite par rapport au reste des espèces, qu'elles soient végétales ou animales, c'est on voit les plantes qui développent des vraies stratégies de développement, on voit les animaux qui ont de l'instinct de conservation, et l'homme n'a aucun instinct de conservation, aucune pérennité de l'espèce. On a plutôt l'impression qu'on s'acharne à s'autodétruire, comme quelqu'un le soulignait. Donc ça ne lasse pas de m'interroger. C'est insolite. C'est peut-être que l'homme n'est pas fini, finalement, hein, dans l'œuvre de la nature. Donc, hein, la deuxième série de questions, donc alors ça sur le comportement, on va dire individuel et l'absence ou la perte du sens collectif. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur cette question-là, hein, qui fait référence au gaspillage, au comportement, parce que vraiment beaucoup des gens présents ont soulevé, qui posent des vraies questions, je veux dire, sur la manière dont on vit en société, finalement. Et ça pose peut-être aussi la question de qu'est-ce qui reste de liens collectifs aujourd'hui. Est-ce qu'on ne vit pas que comme des individus juxtaposés ? Non, je voudrais juste faire état d'une réflexion, parce qu'en discutant avec des tradipraticiens de la forêt, notamment on avait reçu à Metz un fils de guérisseur qui lui-même était chaman aussi, et quand on parlait des plantes pendant des heures et des heures, des plantes qu'ils utilisent, des rites, etc., je lui parlais du savoir de son père, et je lui demandais qu'est-ce qu'il y avait comme élément nouveau qu'il trouvait dans... est-ce qu'il trouvait de nouvelles plantes, de nouvelles indications thérapeutiques. À un moment donné, il m'a fait comprendre que bon, son père est chaman, mais la connaissance des plantes médicinales, c'est pas que ça pour lui, c'est pas trop important. C'est son travail essentiel, mais ce qui est important pour lui, c'est de savoir comment on gère la forêt. Et c'est ça qui m'avait surpris, savoir qu'eux, ils connaissent l'équilibre de la forêt. Il sait quelle est la part que l'homme peut prendre sur l'écosystème pour qu'il soit pérenne, pour qu'il continue. Il sait qu'il ne faut pas gaspiller, il sait jusqu'où ils peuvent cueillir sans détruire et sans faire disparaître l'espèce, que ce soit des espèces animales ou végétales. Donc, ces Amazoniens ont un bon sens inné de la gestion de la forêt, inné ou expérimental, parce que ça fait des millénaires qu'ils vivent dans cette forêt, et ils en vivent, et ils savent très bien que où il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de vie traditionnelle. Mais ça ne résout pas le problème de notre surconsommation. Mais on a perdu cette notion de gestion avec parcimonie et de limiter effectivement la surexploitation et les déchets. Hein. C'est invraisemblable ce qu'on jette, à tout point de vue, autant de produits alimentaires que de produits manufacturés. Mais on est dans un système qui fait que le recyclage commence seulement à balbutier.
J'ai l'impression, enfin, je pense qu'il n'y a personne qui a ni autour de cette table, ni j'espère dans la salle, prétention à répondre à cette question, mais sur sa question de comment on fait et sur les comportements. Mais par contre, je crois où il y a un vrai déficit dans nos sociétés, c'est la manière de poser les bonnes questions, finalement. C'est-à-dire que quand on voit le déficit de politique, comme vous l'expliquez, quand on voit la manière dont monsieur stigmatise les comportements de gâchis, on manque peut-être de poser, là, dans nos associations, à nos élus, les bonnes questions. Si on arrêtait de leur demander de nous raser gratuit demain matin et plutôt de leur poser des vraies questions sur les bilans et sur ce qu'on aimerait trouver comme réponse sur un certain nombre de problèmes, ça changerait peut-être. Je veux dire que c'est là aussi la manière de changer le comportement, c'est déjà la manière de poser autrement les questions et de réfléchir, non ? Alors j'enchaîne parce que les choses dans l'ordre. Ce que disait Rémi Chauvin m'alerte sur quelque chose, sur son histoire de fourmi argentine. Alors là, je me retourne vers la grande spécialiste des insectes, mais aussi c'est valable pour Jacques Florentin, c'est-à-dire que en quoi, en gros, la circulation des gens, des personnes, la globalisation des échanges dans tous les sens du terme, avec l'accélération donc de ce qu'on peut emmener de bactéries, de virus, de fourmis sous ces semelles, c'est une atteinte à la biodiversité ou ça la renforce finalement ? Comment ça joue, ça, quand on amène des fourmis d'Argentine à Marseille ? Je ne suis pas du tout spécialiste. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de problème, si vous voulez, d'avoir des scarabées qui ne sont pas d'ici, quoi ? Comme il y a des serpents qui arrivent dans les régimes de bananes, oui. Comme il y a des moustiques qui arrivent avec les cargaisons africaines ou d'Amérique du Sud. Donc effectivement, on sait bien, et même des graines de plantes qui se propagent après très rapidement, parfois. Ouais. Mais on a dans les plantes d'eau, là, je pense. Ça, oui, ça c'est... La fameuse grenouille taureau qui est absolument énorme et qui est en train de mettre en péril tous les batraciens. La fameuse grenouille taureau, peut-être certains en ont déjà vu par où, c'était une grenouille qui peut aller jusqu'à 1,5 kg. Vous avez déjà imaginé une grenouille d'1,5 kg et elle est d'une voracité terrifiante. Et elle met en péril tout l'écosystème des marais parce qu'elle bouffe tout. Je veux dire, elle a une force et une capacité d'absorption de nourriture qui met en péril toutes les autres espèces. Et effectivement, le changement des échanges entre les cargaisons, les voyageurs, etc., ça a accéléré l'arrivée de ces espèces qui sont pas méchantes ou invasives, mais elles sont différentes. Elles viennent d'autres milieux, elles ont d'autres types de comportements et elles mettent en péril des écosystèmes qui ont mis des centaines et des centaines d'années à trouver leur niveau d'harmonie. Ça, c'est... Alors effectivement, on dit souvent que la deuxième menace contre la biodiversité, c'est la destruction des espaces, bien sûr, car sans espace, pas d'espèces, pour retenir la petite formule. Et 2, c'est effectivement le mélange des genres, entre guillemets, alors on a l'écureuil, on a la grenouille, il y a énormément d'espèces qui sont tout simplement en compétition. C'est vrai aussi pour certains animaux de compagnie, ce qu'on définit comme les nouveaux animaux de compagnie. Je sais pas, j'ai eu vent il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui avait 2 crocodiles à Nantes. Enfin, j'ai des choses. 2 crocodiles à Nantes. Et ça, c'est le deuxième marché, le trafic d'espèces protégées, c'est le deuxième marché, j'allais dire, illégal, clandestin. Enfin, il y a la drogue, les armes, et après, les espèces. Ça marche très, très bien. Ça. Malheureusement, donc c'est très tendance. Oui, donc soyez très très vigilants, je veux dire, parce que on peut même se faire prendre au piège sur un marché si vous trouvez une petite grenouille, un petit lapin, un petit machin. Soyez très très vigilants parce que vous pouvez être sans le savoir et sans le vouloir complice d'un délit passible de graves sanctions. Donc soyez très très vigilants. C'est une recrudescence incroyable, ce besoin d'exotisme. Mais peut-être qu'il y a un côté un petit peu pervers aussi dans cette protection de la nature à tout prix, dans cette communication. Je veux dire, on n'arrive pas au petit porte-clés en bois avec marqué dessus « Sauver la forêt amazonienne », mais presque. Quoi. On a fait de la nature un objet de consommation. Donc maintenant, tout le monde veut des fauteuils en bois sur sa terrasse, mais il vaudrait mieux avoir des fauteuils en plastique recyclé faits avec des bouteilles d'eau minérale. Enfin, il y a une espèce de décalage entre la vision que les gens veulent avoir de la nature et se recréer leur petit monde de nature chez eux. Alors le petit jardin, je vais mettre mon petit palmier, mon petit rosier, et puis on va mettre plein d'insecticides pour que ça pousse bien. Enfin, il faudrait ça commencerait peut-être aussi par recaler la nature dans ce qu'elle doit être et expliquer, faire passer le message qu'une chaise recyclée en plastique est beaucoup plus écologique qu'une jolie chaise en tête ou en bois exotique. Quoi. Si je suis votre raisonnement sur... je ne vais pas vous priver de vous applaudir. C'est une culture, c'est un jeu de logique et ça marche très bien, notamment avec les enfants. Les enfants adorent la logique. Et l'écologie, c'est un grand pulse de trucs logiques. Et on rentre dans des cercles vertueux très rapidement. Et c'est très amusant de faire des choses qui fonctionnent. Quoi. Donc c'est ce gros mécano de la nature, il faudrait peut-être le reprendre au tout début. Quoi. Mais ça veut dire que si on se soucie, comme vous,
des poissons en disparition. Il faut peut-être favoriser l'aquaculture plutôt que la pêche. Alors l'aquaculture, oui, mais dans ce cas, l'aquaculture de poissons herbivores, parce qu'à l'heure actuelle, l'aquaculture, c'est quoi? C'est des poissons carnivores qui sont moins fragiles et plus faciles à élever. Mais il faut 3 kilos de poissons sauvages pour faire 1 kilo de poissons dits d'élevage. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une grande polémique sur le saumon en ce moment. Vous savez que le saumon, il y a eu tellement d'aide à la production des fermes de saumon, etc., etc. C'est que le saumon qui était un aliment de luxe, je veux dire, que certains mangeaient quelques fois dans l'année, maintenant vous l'avez au supermarché en promotion et on bouffe des pâtes au saumon tous les jours. Enfin, je veux dire, le saumon est vraiment devenu un aliment tout à fait normal. Mais pourquoi? Parce que c'est du saumon d'élevage. Or, le saumon d'élevage, c'est quoi? C'est pour faire un petit saumon comme ça, qui est la taille de l'assiette. C'est des déchets de poissons. Alors, ce sont des pêches. À l'époque, on appelait ça les pêches minotières. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des bateaux qui aspirent tous les stocks de poissons de surface. Donc, ce sont des poissons qui, en plus, sont souvent très jeunes. Donc, ça met en péril les stocks de poissons. Soit des poissons qui sont toujours à la surface de l'eau, là où ils chopent toutes les pollutions. Donc, du coup, le poisson d'élevage a des énormes concentrations. Enfin, c'est tout faux. L'idée de l'aquaculture, c'est tout faux. Oui, l'aquaculture de nos ancêtres, les poissons qu'on grossit, les pêcheries, mais les poissons herbivores. Mais c'est des fausses belles idées. Au départ, ça part bien, et puis forcément, le profit prend le dessus et ça dérape. On devrait leur donner les farines animales dont on ne sait que faire. Voilà, oui. Non, mais je crois qu'il faut arrêter d'essayer de faire mieux et plus vite que la nature, et déjà essayons de ne pas l'empêcher de faire notre bien, quoi. Déjà, c'est ça. Un peu de modestie, quoi. Bien. Jacques Florentin, vous n'allez pas échapper à 2 questions, donc sur la circulation des plantes exotiques hors de leur milieu et leur atteinte à la biodiversité. Et la deuxième, c'était une dame qui posait la question de plantes interdites, là. Voilà, ça me semble important. Oui. Bon, le phénomène est bien connu que dans un écosystème, il y a un équilibre qui existe entre l'environnement, le climat, la géologie, les plantes, les animaux, etc. Et quand on transporte des espèces d'un écosystème à un autre, on a toujours le risque d'introduire une espèce conquérante qui va se développer au détriment des autres. Donc ça, c'est bien connu partout. On l'a vu avec l'Australie, on a vu dans un tas de pays où on a des plantes endémiques spécifiques, l'apport de plantes extérieures nuit complètement à l'équilibre. Et on arrive à avoir ce que les Anglais appellent des pestes, c'est-à-dire des espèces qui prolifèrent tellement qu'elles détruisent littéralement la biodiversité en faisant la reconquête d'espaces déboisés, par exemple. Et ça, dans toutes les régions du monde. Donc maintenant, les États sont quand même très vigilants, de plus en plus vigilants pour l'introduction d'espèces nouvelles ou d'espèces conquérantes. Mais une fois que l'espèce est partie dans l'environnement, c'est très difficile de la rattraper. Et on a l'exemple dont on a souvent parlé de la Colerpa taxifoliaire méditerranée, qui continue à proliférer. On n'a pas les moyens pour l'instant de l'arrêter. Mais sur Terre, c'est pareil. Et puis, il y a aussi le risque de récolter, d'emprunter ou de commercialiser des espèces rares, notamment pour des collectionneurs, ou alors pour la recherche de molécules ou pour la biodiversité. Mais maintenant, c'est de plus en plus contrôlé parce que les États ont quand même pris conscience de cette valeur de la biodiversité, et la Convention de Rio, ma foi, se met en application de plus en plus en limitant maintenant les prélèvements. Bon, il faut reconnaître que dans certains pays, ça devient très difficile même de sortir des herbiers de plantes, de faire des travaux de terrain et de faire des enquêtes parce qu'il y a maintenant, je dirais, une susceptibilité très forte de pillage des ressources naturelles. Quant au problème des poissons, notamment je pense aux collectionneurs qui collectionnent les poissons exotiques ou autres, là aussi maintenant les mesures draconiennes sont prises. Bon, c'est peut-être encore pas respecté comme il le faudrait, mais dans beaucoup de pays, on ne touche plus aux poissons, on ne vend plus les coquillages, on ne met plus les pieds sur les coraux. Bon, j'ai vu récemment en Égypte, dans certaines stations, c'est quand même bien respecté parce que beaucoup ont pris conscience que ces milieux sont hyper fragiles et que la dégradation est quasi irréversible. Et on a, bon, c'est encore pas appliqué partout, mais on a quand même la Convention de Washington avec la fameuse liste d'espèces menacées qui est mise à jour régulièrement et sur lesquelles les douanes sont quand même très vigilantes. Et je peux vous dire que quand les douanes égyptiennes attrapent quelqu'un avec un corail ou un animal vivant dans un sac, ils passent un très mauvais quart d'heure et ils risquent même la prison parce que le commerce des espèces marines sauvages est strictement interdit et réglementé. Et puis il y avait une deuxième question concernant certaines plantes qui sont interdites. En fait, elles sont interdites, elles sont plutôt réservées au domaine pharmaceutique. Alors c'est un gros problème sur lequel l'Europe débat actuellement, à savoir que faut-il faire des plantes médicinales? Est-ce qu'il faut les laisser dans tout commerce? Est-ce qu'il faut les vendre en exclusivité aux pharmaciens? Ceci est en discussion actuellement et je pense que d'ici 1 an et demi, 2 ans, nous aurons des listes très claires de plantes considérées comme traditionnelles et banales pouvant être vendues dans tout commerce
et une liste de plantes dont la vente sera exclusivement réservée au circuit pharmaceutique. Alors les critères qui vont prévaloir pour faire cette liste, 1, il faudra que les plantes soient utilisées soit comme épices, soit comme plantes médicinales depuis plus de 30 ans, et ce sont des plantes qui n'ont aucun effet secondaire ni aucune toxicité. Et deuxièmement, il faudra que les pays se mettent d'accord pour les considérer comme des plantes médicinales ou des épices grand public. Toutes les autres resteront dans le domaine réservé de la pharmacie. Si l'Europe se met d'accord, ce n'est pas sûr du tout, parce que la discussion porte maintenant déjà sur une trentaine de pays, et c'est quand même très compliqué à manager, parce que les avis sont très différents. Mais de plus en plus, des plantes comme l'Arpagophytum, par exemple, ne peuvent pas être considérées comme un complément alimentaire, puisqu'elles n'ont jamais été utilisées comme aliment. Donc c'est une plante anti-inflammatoire pour les Français, stimulant de l'appétit pour les Allemands, et cette plante restera manifestement dans le circuit pharmaceutique. Des plantes aussi banales comme le ginseng, par exemple, sont des plantes qui maintenant sont tellement banalisées qu'on les retrouve dans n'importe quel commerce alimentaire. Ce n'est pas une plante aussi banale que ça. On vient de s'apercevoir, par exemple, que des médicaments à base de ginseng qui ont une forte teneur en saponoside, en ginsénoside, eh bien, devraient être contre-indiqués chez la femme enceinte. C'est des choses qu'on découvre. Donc il ne faut pas croire qu'une plante, parce qu'elle est banale, parce qu'on l'utilise depuis 2000 ans, qu'elle peut être conseillée à n'importe qui, dans n'importe quelle condition. On a beaucoup parlé aussi du millepertuis, ce Prozac végétal, cet antidépresseur que tout le monde connaît, peu utilisé en France, mais en Allemagne, c'est un marché extraordinaire. En Amérique, c'est le premier chiffre d'affaires de médicaments à base de plantes vendus sur le territoire des USA. C'est une excellente plante antidépressive, mais pour la conseiller, il faut connaître ses effets secondaires, et ils ne sont pas anodins. Ils réduisent l'efficacité de certaines hormones, ils réduisent l'efficacité des antirétroviraux dans le traitement du sida, ils réduisent l'efficacité de la cyclosporine, c'est-à-dire des immunosuppresseurs chez les greffés. Donc, c'est des contre-indications majeures que toute personne ne doit pas prendre sans un avis précis d'un médecin ou d'un pharmacien. Donc, vous voyez, on va aller vers 2 listes de plantes. Je pense que des plantes comme la verveine, le romarin, le thym, etc., sont des plantes qui seront totalement libérées, et les plantes strictement médicinales resteront dans le domaine pharmaceutique. Alors, une autre question qu'on pose souvent aussi est le label bio. Alors, dans les plantes médicinales, c'est très compliqué parce qu'on a 2 labels. Il y a un label bio et il y a un label pharmacopée. Alors, le label bio vous apporte une qualité de la plante au niveau de sa culture, au niveau, bon, vous connaissez bien le label bio, ce qu'il est, et vous allez avoir des garanties d'une plante de qualité dans laquelle on n'aura pas de résidus de pesticides, etc. Mais ce n'est pas la même chose que le label pharmacopée. En pharmacie, vous avez le label pharmacopée. Donc là, on va vous garantir que la plante, elle est conforme à la pharmacopée européenne ou française. C'est-à-dire qu'elle aura des qualités, bien sûr, botaniques, physiques, chimiques surtout, conformes avec la pharmacopée. Autrement dit, elle devra avoir les principes actifs suffisants pour être considérée comme une bonne plante médicament. Vous voyez, donc c'est 2 labels différents. Et on n'a pas forcément une plante efficace avec le label bio, et on n'a pas forcément avec une plante pharmacopée une plante bio. C'est 2 labels différents, mais ils représentent 2 réalités complémentaires. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je crois que c'est bien là. Oui, c'était précis, scientifique. Enfin, dernier volet d'interrogation là, pour ce premier tour. C'est pour vous, Corinne. C'est la question sur l'opinion publique qui ne fait pas le poids. Je veux dire, vous, quand même, qui êtes très sensible par vos engagements à la vie des citoyens, comment vous voyez ça évoluer? Et j'ajouterais, en codicile, parce que je réagis à ce que disait donc, Jacques Florentin tout à l'heure, à savoir qu'on parle d'un statut de la plante, en gros, si j'ai bien compris votre intervention. Donc ça veut dire aussi un statut juridique. Donc vous qui êtes juriste, on peut faire avancer le droit des plantes comme ça. Est-ce qu'on va comme ça vers un droit commun mondial des plantes? Je vais peut-être commencer par cette deuxième question, puis après sur la première. Il y a déjà un certain nombre de choses qui concernent les plantes au niveau international. Par exemple, quand on s'intéresse aux questions de biopiraterie, c'est-à-dire de ceux qui vont piquer les molécules de plantes qui sont utilisées depuis des lustres par un certain nombre de peuples indigènes,
qu'on essaye de protéger précisément non pas la propriété, mais l'usage protégé de ces populations par rapport à des labos qui vont breveter. Bon, déjà, on essaye de déterminer. Bon, je ne dis pas que ça fonctionne. Hein. Je vous interromps 15 secondes. J'ai un chiffre là-dessus. Sur la biopiraterie, par le programme des Nations Unies, c'est estimé à 4 milliards de dollars annuels. Oui, c'est colossal. Ah oui, bien sûr. Donc là, vous voyez, il y a un enjeu qui est extrêmement fort. Au niveau européen, effectivement, on essaye de parvenir à se mettre d'accord sur des listes. Mais je dirais que c'est très difficile, me semble-t-il, d'avoir un statut unique de la plante, des plantes. Parce qu'aujourd'hui, on pense plutôt aux plantes en fonction de leur usage. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui est quand même extrêmement anthropocentrique de la plante. La plante qui n'a pas d'usage, son statut va être défini par le lieu où elle pousse et donc par la propriété de celui qui l'a. Alors il y a des dérogations à ce que je suis en train de dire. Vous avez des plantes qui sont des plantes protégées. Les plantes protégées, on ne doit pas les détruire où qu'elles se trouvent. Donc si on regarde les choses de manière transversale, on va trouver des bribes de droit sur tel ou tel sur telle ou telle plante ou série de plantes qui vont faire l'objet d'une protection juridique ou d'un statut juridique, soit parce qu'elles ont un intérêt économique, soit parce qu'elles ont vraiment un intérêt écologique parfaitement démontré. Je pense qu'il faudrait aller plus loin, mais de là déterminer un véritable statut de la plante en tant que telle, c'est difficile. Et puis à la limite, je me pose la question de savoir si c'est souhaitable. Il faudrait demander à Jean-Marie, qui est au premier rang et que je salue avec affection, ce qu'il en pense. Il doit avoir une idée sur le sujet. Jean-Marie Pelt, bien sûr. Alors maintenant, sur la première question que vous m'avez posée, je voudrais essayer d'y répondre. Je n'ai pas la réponse. En me référant à ce que vous disiez il y a un instant, Gilles Luneau, sur la pérennité de l'espèce. Vous interrogiez sur la non-faculté qui était la nôtre d'assurer notre propre pérennité. Je crois qu'à ce début du XXIe siècle, on a un très gros problème de logique. C'est un mot qu'a utilisé également Patricia. Problème de logique. La logique dans laquelle nous sommes entrés n'est pas une logique qui vise à la pérennité de l'espèce, aussi curieux que ça puisse paraître. C'est une logique qui vise plutôt à la pérennité du système économique dans lequel nous sommes. C'est pas forcément la même chose. Dans la mesure où certains, quand vous les interrogez et que vous leur dites « mais attendez, vous êtes en train de nous faire des OGM, très bien, demain ça va être du clonage, ou ce soir, on travaille sur les nanotechnologies, donc vous êtes en train de nous fabriquer une autre espèce ». Ils disent « mais c'est pas grave, et puis de toute façon s'il y a une catastrophe climatique, c'est pas grave, parce qu'après les dinosaures, il y a eu autre chose. Donc après l'espèce humaine, il y aura autre chose et finalement, c'est pas très grave. Puis ce sera peut-être beaucoup mieux que nous. C'est possible que ce soit beaucoup mieux que nous. Mais le but du jeu, me semble-t-il, c'est pas de mettre autre chose à notre place. Le but du jeu, c'est de nous pérenniser en tant qu'espèce. Et là, effectivement, je suis pas persuadée que cette conception soit aujourd'hui totalement partagée, notamment par un certain nombre de scientifiques qui sont tellement embarqués dans la science du futur que finalement on a l'impression d'être parti sur quelque chose qui est complètement déconnecté des valeurs, en réalité. Ça, c'est un premier point. Et puis, il me paraît y avoir un deuxième problème de logique qui est tout à fait mis en valeur. On a le droit de faire de la pub pour un bouquin. C'est pas le vôtre. Non, pas du tout, absolument pas. Qui est un bouquin dont on parlait tout à l'heure, qui est celui de Lester Brown, qui s'appelle Éco-économie et dont je vous recommande très vivement la lecture. Voilà. Lester Brown, comme je suis honnête, je rends à César ce qui est à César. C'est pas une idée à moi, c'est une idée que j'ai trouvée chez lui, mais je la trouve vraiment très intelligente dans la manière dont il l'exprime. Il dit voilà, même pour les gens qui considèrent que le progrès économique c'est ce qui est essentiel, ils devraient quand même comprendre que si on reste dans une conception où le système c'est l'économie et le sous-système c'est l'écologie, à terme il n'y a plus de progrès économique. Il faut passer dans un système où l'écologie est le système et l'économie est le sous-système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut partir des contraintes qui sont celles de nos ressources,
qu'il faut partir des contraintes qui sont celles de l'énergie dont nous disposons aujourd'hui, qui sont celles du risque vital que fait courir à l'humanité l'affaire du changement climatique. Et que c'est en partant de cela qu'on peut développer un nouveau modèle économique qui pourra employer, si c'est ça qu'on veut, qui pourra être un modèle de type libéral, mais qui ne sera, et Lester Brown ne propose pas un modèle sensiblement différent, même si c'est du libéralisme encadré, mais qui partira, qui ne sera que dans les contraintes, dans le cadre des contraintes qui seront définies par qu'est-ce qu'on a comme eau disponible, qu'est-ce qu'on a comme sol disponible, qu'est-ce qu'on a comme énergie disponible, etc. Et là, on voit bien qu'on change complètement de logique. Alors, j'ai l'air de m'écarter de la question que vous m'avez posée. Je m'en écarte que momentanément pour y revenir. Ce changement de système, pour qu'il ait une chance de passer, il faut que ceux qui sont aujourd'hui ce que l'on appelle les agents économiques, c'est-à-dire les consommateurs, se rendent compte du pouvoir qui est le leur. Et je dirais que ce pouvoir du consommateur, il doit jouer à la fois en matière économique, et je vais peut-être vous choquer d'une certaine manière, en matière politique. Je m'explique. On dit aujourd'hui beaucoup que la politique, c'est comme les Kleenex, on prend les gens, on les jette. Ce n'est pas tout à fait vrai quand on regarde la pérennité du monde politique français, mais enfin, c'est un détail. Bon. Enfin, admettons. Admettons. Si c'est ça... Et du recyclage. Si c'est ça, et du recyclage. Si c'est ça, parce qu'il y a aussi un côté comme ça, quand même, c'est vrai. Si c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, citoyens, on ne définit pas convenablement l'offre politique qu'on veut. Il ne faut quand même pas rêver, on a les politiques qu'on mérite quelque part. Si on n'en veut pas, on ne les élit pas. Je suis désolée, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans un débat institutionnel ni politique-politicien, ce n'est pas mon truc et ce n'est pas le lieu. Mais simplement, ce que je veux dire par là, et pour répondre à Michel Chiffre, comment il faut faire? Eh bien, il faut déjà que les gens, individuellement, se rendent compte du pouvoir qui est le leur. Ils ont un double bulletin de vote, l'un dans leur porte-monnaie et l'autre dans l'urne. Alors, ça n'épuise pas le sujet, mais au moins, il faut l'utiliser intelligemment. Et le dernier ouvrage d'Ulrich Beck, qui était déjà l'auteur de La civilisation du risque, qui était un ouvrage tout à fait intéressant, qui vient de sortir quelque chose qui s'appelle « Pouvoir et contre-pouvoir à l'ère de la mondialisation ». C'est un livre très intéressant, justement où il analyse la manière dont doit monter le contre-pouvoir citoyen, à la fois dans le domaine économique et dans le domaine politique, où il explique notamment qu'il ne pourra y avoir de réintroduction réellement du politique dans la vie de la société. Politique qui est indispensable pour précisément essayer de faire prévaloir ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'intégrité des gens. L'intégrité au sens plein du terme. Eh bien, que cela ne sera possible que pour autant que la société sera demanderesse de cela. Et que tant que la société, elle juge le politique uniquement à l'aune d'une évolution économique qu'il ne maîtrise pas par-dessus le marché, pour une large part, eh bien, il est clair qu'on continuera à avoir des choix politiques qui ne seront dictés que par des intérêts économiques de court terme. Voilà, je crois que la réponse, elle est là. Donc, il faut voter avec sa tête, utiliser son porte-monnaie pour favoriser ce que l'on a envie de favoriser, et puis dernier point, essayer d'être cohérent dans sa tête, dans sa vie de tous les jours et dans toutes ses activités. Et c'est peut-être la révolution la plus grande que nous avons chacun d'entre nous à faire. Moi, je suis frappée, très franchement, quand je discute aujourd'hui avec des entreprises qui se lancent dans, entre guillemets, le développement durable, d'entendre un certain nombre de responsables dire on le fait parce que les jeunes cadres chez nous, ils veulent ça. Donc il faut le savoir. Hein. Les jeunes cadres chez nous, ils veulent ça, et si on veut fidéliser les bons, entre guillemets, il faut qu'on ait ce type de démarche. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on a aussi une responsabilité, chacun d'entre nous, dans le monde du travail, essentielle. Et que moi, je suis toujours malheureuse, franchement, quand je vois dans des affaires de pollution dramatique, que les syndicats se retrouvent finalement, parce qu'ils défendent le boulot des gens, ce qui est tout à fait normal, mais ils se retrouvent du côté des pollueurs. Et je me dis, quelque part, il y a un truc qui tourne pas rond.
Quand vous voyez par exemple que dans l'affaire de Métal Europe, qui est quand même un scandale absolument éhonté, parce que dans l'affaire de Métal Europe, qu'est-ce qui se passe? En définitive, voilà une société qui a organisé son insolvabilité, hein, puisque la maison mère a abandonné sa filiale, où pendant des années les pouvoirs publics ont laissé des gamins s'intoxiquer au plomb en toute connaissance de cause, et où les gens qui autour se sont battus ont reçu des menaces de mort de la part des gens qui travaillent dans l'usine lorsque l'usine s'est arrêtée, en disant si aujourd'hui on n'a plus de boulot, c'est de votre faute. Bon. Donc ça veut dire quoi? Cela veut dire que si on n'arrive pas à développer plus avant la conscience dans des gens qui travaillent dans les entreprises de l'intérêt qu'il y a à défendre en même temps que leur boulot la manière dont on travaille dans cette entreprise, le fait qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel type de produit, et ne serait-ce que pour leur santé à eux, hein, le fait qu'il ne faut pas courir certains risques industriels. N'oublions pas que dans AZF, le 21 sur 30 des morts sont des gens qui appartenaient à Total. Donc je crois que là, si vous voulez, il y a un boulot considérable à faire dans la conviction de ce que l'on peut changer au travail, à l'intérieur de l'entreprise, en évitant que les entreprises ne fassent n'importe quoi. Voilà ce que je voulais dire en plus. Merci. Bien, on va vous redonner la parole tout de suite, là. Avec un petit peu de lumière, en évitant peut-être d'éblouir les amis du fond. Voilà. Au fond, le micro, là-bas, voilà. Au fond, à droite, là, sur les gradins. Oui, je voudrais rebondir sur l'histoire du gaspillage et sur l'histoire de la cohérence dont parle Madame Lepage, qui devrait exister dans notre esprit entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. En tant que citoyen de base, ou citoyenne de base quand même, j'ai été très sensible aux progrès qui ont été faits relatifs au tri des déchets. On nous a expliqué, et là j'étais très contente, qu'en triant nos déchets, on sauvait la planète, on sauvait nos poubelles et on sauvait notre porte-monnaie. Cet argument étant décisif, comme chacun sait, tout le monde s'est ardemment mis à trier ses déchets, en espérant que la prochaine facture sur le traitement des ordures ménagères serait allégée. Or, j'en entends qui rigolent et je me demande bien pourquoi. Au début de cette année, comme à la fin de l'année dernière, on nous a expliqué que non seulement ça n'allait pas baisser, mais que ça allait très certainement augmenter, parce que trier les déchets, finalement, ça revenait très cher. Alors, à partir du moment où les gens qui nous gouvernent, pour lesquels on a voté souvent parce qu'on n'avait personne d'autre pour qui voter. Alors, on avait à voter pour la pêche à la ligne ou pour un candidat président qui nous a fait, entre parenthèses, un discours sur l'écologie absolument magnifique, à Orléans, je ne sais plus quand, dont probablement pas tout à fait le dixième du quart de la première ligne ne sera appliqué, mais c'est une autre histoire. Donc, quand le gouvernement, les gens qui nous gouvernent, organise la tromperie du citoyen de base à ce niveau-là. Quand, à propos du gaspillage dont parlait monsieur tout à l'heure, le gaspillage des denrées alimentaires, qui est organisé, entretenu, approfondi d'année en année par des règlements d'hygiène dont je ne conteste pas l'utilité, mais dont je conteste l'application et la façon même dont ils sont élaborés, ce qui aboutit à jeter de plus en plus de nourriture parce qu'on organise mal les circuits, on ne les organise pas en cohérence avec les règles d'hygiène que l'on applique. Ça ne sert à rien. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais quand je vois tout ce qu'on jette à la sortie d'un restaurant, qui dans le temps allait nourrir les cochons d'en face, qui sont portés très bien, maintenant c'est interdit pour raison d'hygiène. Alors, bon, il ne faut quand même pas aller trop loin. Donc, le citoyen de base ne s'y reconnaît plus. Et au bout d'un certain temps, il trouve plus simple de tout flanquer dans sa poubelle, ce qui entraîne une usine d'incinération, etc., 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 pollution et le reste. Alors, à la base, je veux bien, mais comment faire remonter? On fait un petit tour de... Et puis voilà, merci bien. On continue ce tour de questions. Nos invités répondent, puis après, on prendra congé.
Bonsoir, je me présente. Donc, je travaille dans une association de protection de l'environnement. Donc on est bien impliqué dans tout ce genre de problème. Alors je voulais juste faire quelques petites remarques au sujet des animaux qui perturbent la faune et la flore en France. Des animaux ou des plantes d'ailleurs, hein. J'ai pris quelques exemples. Donc on a parlé de Mademoiselle Ricard, je ne sais pas, nous a parlé de la grenouille taureau. Je voulais la comparer aussi, par exemple, à l'écrevisse de Louisiane, ou alors aux tortues de Floride, aux rats musqués, aux ragondins, etc., qui sont toutes des espèces qui ont été introduites par l'homme à des buts économiques, encore une fois, à part la grenouille taureau. À but de loisir, la grenouille taureau. Oui, c'est un médecin de Dordogne, oui, c'est ça, qui en a ramené quelques-unes d'Amérique. Mais pour le ragondin, le rat musqué, c'est des espèces qui ont été introduites pour la fourrure. Donc ça s'est révélé inefficace, donc on préfère élever d'autres animaux pour ça. Il y a aussi donc le cas du black bass et du silure qu'on a introduit pour la pêche. On a le cas pour les plantes, peut-être que vous pourrez donner d'autres exemples, mais la renouée du Japon, le buddleia, la verge d'or, qui sont des plantes qui sont sorties des jardins, encore une fois, donc importées par les hommes à but de loisir ou d'ornement et qui finalement se répandent dans l'environnement. Parce qu'on parle souvent de tout ce qui s'est passé en Australie, et c'est vrai que l'Australie a été le continent de tous les essais, mais en Europe aussi, on a des graves problèmes environnementaux dus à la négligence des hommes. Alors, pour le problème des tortues de Floride, c'est vrai que les associations de protection de l'environnement essentiellement se sont battues pour interdire cette espèce, l'espèce à tempe rouge que tout le monde connaît, qui s'achetait à la taille d'une pièce de, on va dire, 2 € maintenant, pour l'équivalent de peut-être 3 ou 4 € l'individu, et qu'on relâchait au bout de quelques temps, soit parce qu'elle était bien mieux dans la nature, naturellement, soit parce qu'elle finissait par mordre d'un bout de doigt qui lui donnait à manger de la viande ou autre chose. Donc on a fini par les relâcher. On a réussi à avoir cette interdiction, mais les commerçants d'animaux, comme vous le répétez, sont au niveau illégal parmi les plus grands trafics qui existent, ont trouvé le moyen, eux, d'utiliser d'autres espèces qui sont proches, qui vivent dans les mêmes milieux, qui sont aussi adaptables, aussi fécondes, qui rentrent en compétition, je reste sur la tortue toujours, hein, qui rentrent en compétition avec nos espèces indigènes. Donc le problème n'est pas du tout réglé. Il y a, je pense qu'on ne peut pas le dire autrement, on se fout ouvertement de notre figure. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Lepage quand elle dit qu'en fait il n'y a pas de volonté politique. De toute façon, la politique, d'une manière générale, n'a pas de volonté. Elle prendra une décision lorsque l'opinion publique aura décidé, elle, à plus de 51% d'une chose. Avant, ça ne se passe jamais. On n'a pas le courage de faire ce genre de décision. Et pour exemple, je vous donnerai simplement... on a des loups qui sont arrivés, qui sont remontés d'Italie, qui ont traversé la Suisse et qui sont rentrés en France, dans le Jura. On en a dans l'Ain, à 80 km de Lyon. Moi, je suis lyonnais. Le ministre de l'Agriculture, donc qui est là pour défendre les intérêts des agriculteurs, a dit publiquement, a annoncé, en ce qui me concerne personnellement, tout bon loup est un loup mort. On a la chance d'avoir cet animal mythique qui revient en France, que les Italiens ont conservé sans jamais l'éliminer, simplement en utilisant des techniques pastorales traditionnelles avec le fameux patou, qui est l'énorme chien, le chien berger blanc. Voilà, ils continuent à cerner leurs troupeaux avec les chiens, à les emmener, à les bouger, etc. Nous, en France, on veut avoir des troupeaux qui sont en pleine montagne, sans rien, en allant les voir une fois par semaine. C'est pas possible. Et puis en plus, il faut quand même savoir que les attaques de moutons, pour rester là-dessus, sont au moins à 80 ou 90% au moins dues aux chiens errants. C'est quand même un petit scandale de lancer un programme d'éradication du loup quand c'est les chiens qui sont responsables. Il y a 3 chiffres pour les loups. La meute est estimée à peu près à 35 loups en France. En France, oui, il y en a 9 il y en a dans les 1500 Bauges. En Espagne et 5000 en Italie. Voilà, les donc chiffres voilà, sont éloquents. tout est dit. C'est clair. Mais alors, les problèmes d'introduction, il y en a un qui choque souvent et qui est au-delà de ces animaux issus des nacs ou de la pêche dont on vient de parler, c'est le chat. Le chat domestique, un animal qui vient d'Afrique, qui n'a rien à faire en France et qui fait des carnages dans les populations d'insectes, donc d'invertébrés en général, on va dire, d'amphibiens, de reptiles et d'oiseaux. Le chat domestique n'a rien à faire en France. Voilà. Il y a des chats sauvages en France. Felis sylvestris, lui, est un animal indigène dont le patrimoine génétique est pollué par le chat domestique qui redevient sauvage. On dit que c'est un chat arrêt. Et soit on a ces chats. Alors ces chats sont inapprochables, hein, contrairement aux chats sauvages. On ne peut pas approcher un chat domestique redevenu sauvage. Il est complètement... il est même assez dangereux. Je voulais aussi je vais essayer de faire vite, pour exemple, la protection de la surchasse. Hein, le gouvernement actuel
D'ailleurs, non, ça ne sert à rien de jeter la pierre sur le gouvernement actuel, puisque depuis, je pense que Madame Lepage, vous êtes au courant de ce genre de problème. Systématiquement, chaque année, la France paye des amendes à l'Europe pour avoir outrepassé les périodes de chasse, pour négliger la directive oiseaux, la directive donc, qui protège les oiseaux depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. On a des extensions en permanence de périodes de chasse. Et là, ça a été dit ouvertement l'année dernière lors des problèmes qu'il y a eu au col de l'Escrinet. Le directeur de cabinet de Madame Bachelot-Narquin, si je ne me trompe pas, est arrivé pour dire « Ne vous inquiétez pas, si vous dépassez les périodes de chasse, on vous couvrira ou on vous donnera des dérogations. » Donc, il faut savoir que la France, chaque année, paye des millions d'euros d'amendes. Non, pas la France, le contribuable français. Hein, je dirais. Oui, enfin, il me semblait que c'était la même chose. Non, parce que dans l'eau, il y a plein de gens qui sont contre la chasse et qui payent cette amende-là aussi. C'est un peu insupportable. Moi, je ne rentre pas dans le débat pour contre chasse. Hein. Je vous donne simplement, c'est l'exemple qui m'est venu là pendant que vous parliez, mais il y en a plein d'autres. On pourrait ne plus s'arrêter d'en donner. Et juste pour terminer, donc c'est la lutte contre les nuisibles. On avait eu un petit progrès avec Yves Cochet qui nous avait enfin protégé la fouine, la martre et la belette. Madame Bachelot n'était pas là depuis 6 mois, qu'elle avait déjà fait sauter la directive. Voilà, c'est ça. Donc je trouve ça un petit peu scandaleux. En période de crise, le ministère de l'écologie nous donne comme solution ce qu'on devrait faire en période normale. On en est là. En période de canicule, on nous dit réduisez votre consommation d'électricité, arrêtez d'allumer votre climatisation à fond. C'est ce qu'on devrait faire normalement pour limiter notre consommation d'énergie. Mais effectivement, on est dans une politique, et d'ailleurs le ministère a changé de nom dans ce but-là. C'était le ministère de l'Environnement avant. Maintenant, c'est le ministère de l'écologie et du développement durable. On continue à vouloir se développer durablement, c'est pas possible. C'est pas possible. Les écologues parlent maintenant d'équilibre soutenable. C'est les pays en voie de développement qui, eux, doivent avoir un développement dans cette direction-là, en évitant nos erreurs passées. On ne pourra pas avoir 1 milliard de Chinois qui se baladent en voiture comme c'est le cas en France. C'est pas possible. Il a été calculé que si vous ouvrez les robinets d'eau, si chaque Chinois ouvre son robinet d'eau, ce qui n'est pas possible puisqu'ils n'ont pas tous accès à l'eau, ouvrait son robinet d'eau, ça couperait tous les fleuves d'Asie. Ce serait le débit serait équivalent à tous les fleuves d'Asie. Enfin, c'est des chiffres qui sont complètement hallucinants. Nous, on a tous accès, on est capable, nous, 60 millions de Français, d'ouvrir un robinet. Il y a au moins 60 millions de robinets en France, c'est pas un problème. En Chine, c'est impossible. Et ils vont vers ce développement-là. Voilà, juste pour finir sur le tri des déchets, on parlait de tri des déchets, donc c'est quelque chose de très bien, qui est mis en place peut-être dans 10% du territoire, bien que ça devrait être fait déjà depuis plusieurs années. On trie les déchets, il faut savoir, dans certaines régions de France, pour après les incinérer. Voilà. Donc c'est un petit peu ridicule, on paye des gens pour les ramasser, on fait une espèce de baratin médiatique aux contribuables pour leur dire il faut trier, il faut vous investir dans la protection, etc. Et ces gens-là voient les déchets regroupés avec les déchets ménagers dans des incinérateurs et brûlés et pollués. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour ces remarques pertinentes. Voilà. Je pourrais, avant de donner la parole, je pourrais simplement rajouter, mais parce que je trouve que c'est quand même une très jolie perle de notre ministre de l'Environnement quand elle avait sorti qu'un jour les énergies renouvelables seraient épuisées. Oui. Voilà. Voilà. Qui prend la parole? Voilà, monsieur là. Il y en a 2 qui veulent la parole. Je vois 2 mains ici et là. Oui. Je voulais juste te dire que je trouvais très courageux de la part de Mme Bachelet d'oser ouvrir le dossier des nuisibles. Je trouve ça très courageux d'ouvrir ce dossier pour elle. Voilà, j'en dirai pas plus. Une question pour la personne qui travaille justement sur les produits pharmaceutiques. Est-ce qu'on va mesurer également la qualité énergétique des produits, sachant que au niveau des produits que l'on mange, on va faire d'énormes découvertes quand on va mesurer la qualité énergétique. Je reprends à nouveau le terme. C'est quelque chose que beaucoup de gens utilisent de manière intuitive. On les prenait pour des tarés la plupart du temps. Aujourd'hui, et Sylvie Simon parle par exemple du photomultiplicateur dans un de ses derniers bouquins, on appréhende ces notions-là de manière scientifique théorique. Donc aujourd'hui, ça devient quelque chose de compréhensible rationnellement. Est-ce qu'au niveau pharmacie, vous allez pouvoir le faire dès maintenant? Alors, Attends, on reprend une question, puis parce que je vois. Encore une question. Voilà, monsieur là.
qui demande la parole depuis très longtemps. Un monsieur qui a un col de chemise rose, là. Allô, ça marche? Ça marche très bien. Bon, je voulais vous dire une chose. En 2001, combien les 15 pays du marché commun ont mis de denrées alimentaires à la poubelle? Qui le sait? 90 millions de tonnes qui auraient nourri l'ensemble de la planète. Alors, messieurs, mesdames, prenez vos responsabilités au niveau individuel et non pas d'attendre que nos politiques prennent des lois en conséquence. Deuxième problème, quand nous prenons la vallée de Chamonix, en 600, les glaciers étaient au niveau du col du Géant. En 1600, ils descendaient en étant là où il y a maintenant le village du Tour, Argentières-les-Tines. Ensuite, ils sont remontés. Et actuellement, quand je prends les photos de 1890, les premières daguerres, les glaciers étaient à 200-300 mètres du village d'Argentières. Aujourd'hui, ils sont à 1,5 km dans la montagne. Bon, il se passe la chose suivante, c'est que ces glaciers étant remontés, il y avait des pâturages. Et dans ces pâturages, jusqu'en 1940, nous avions toutes les vaches de la vallée qui montaient au col de Balme, sur Charamillon, et dans les montagnes des Becs Rouges et sur les Aiguilles Rouges, nous avions environ 2000 moutons. Et quand la neige tombait, on avait une herbe qui avait 3 cm, qui était dure. Et la neige tombait là-dessus, première neige de novembre, faisait un matelas qui retenait les 2 à 3,50 m de neige que nous avions ensuite. Aujourd'hui, quand la neige tombe dans la vallée de Chamonix, l'herbe a 70 cm de haut. Et quand vous reprenez ce qui s'est passé il y a dans les dizaines d'années, des Becs Rouges sont descendus les avalanches, qui n'étaient jamais descendus, qui ont enlevé 4 ou 5 chalets dans le village du Tour. Dans le village des Îles, l'avalanche est descendue sur plus de 70 mètres de large. Elle a enlevé les gros mélèzes. Elle a enlevé les 3 premiers chalets qui étaient construits où on devait en mettre une vingtaine, traversant l'Arve, traversant la route et allant dans les vieux chalets de nos grands-parents. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir en arrière. Il faut remettre des moutons dans la montagne. Et ces moutons, on les donnera à qui? Au Resto du Cœur. Et on aura fait de l'humanisme à travers l'amour et la compassion pour ceux des gens d'en bas qui n'ont rien à manger. Merci. Bien, on va redonner la parole à nos invités. J'ajouterais, pour aller dans le sens du monsieur, que si on prend les ballades de Gaston Rébuffat écrites dans le milieu des années 60, qui nous permettaient de nous balader dans tout le massif du Mont Blanc, aujourd'hui, si on les prend, on finit ou dans des crevasses ou sur du rocher. Il y a plus... C'est pas loin le milieu des années 60. Les bouquins de Rébuffat sont obsolètes au niveau des balades. Bien, dans cette dernière salve là que vous donnez à nos invités, j'ai 2-3 familles de questions. Il y en a plusieurs qui viennent autour de volonté politique, question du contre-pouvoir. Il y a cette intéressante notion d'équilibre soutenable. Je sentais Corinne Lepage trépigner à côté de moi sur cette question. Donc on va vous la passer tout de suite. Et puis il y aura la question de la qualité énergétique pour Jacques Florentin, puis aussi pour vous, parce que je pense qu'au niveau qualité énergétique, protéines, etc., on a beaucoup à dire. J'ai un souvenir d'avoir dégusté des fourmis en Colombie. J'en salive encore. Donc, l'équilibre soutenable. Je crois que parler de développement durable pour ce qu'on est en train d'en faire, il vaut mieux oublier. Bon, voilà, donc c'est peut-être un peu cru comme propos, mais c'est profondément ce que je crois, parce que ça sert en fait
à perdurer dans des solutions qui n'en sont évidemment pas et qui ne sont absolument pas soutenables. Donc il faut essayer de trouver quelque chose d'autre. Vous êtes en train de nous dire que c'est un concept de politicien. Si vous voulez, quand on parlait en 92 de développement durable, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire arrêter de nous parler uniquement d'économie, le social et l'environnemental, ça existe aussi. C'est ça que ça voulait dire. Alors, on a mis effectivement 10 ans pour y arriver. Donc maintenant, les décideurs, le monde de Davos, a pris conscience que le social et l'environnemental, ça existait aussi. D'accord? Mais ensuite, la question est de savoir comment vous conciliez l'économique, le social et l'environnemental. Donc j'en reviens à la question de la logique de tout à l'heure. Qu'est-ce qui est premier? Et quand on a inventé le concept de développement durable, qui n'est pas exactement développement durable, parce que c'est développement soutenable, c'est un peu différent. Mais enfin bon, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire social, environnemental et économique, mais ça voulait dire surtout il ne pourra y avoir dans l'avenir de développement économique que pour autant qu'on aura au préalable résolu le problème ou pris en compte comme donnée première la question de l'environnemental et du social. Alors, ce n'est pas du tout ça qu'on a fait. Et aujourd'hui, on en est encore à un point supplémentaire qui consiste à dire mais ça suffit même plus. D'où les idées autour de la décroissance ou les idées comme celle qui vient d'être exposée d'un équilibre soutenable. Bon. Je crois qu'il faut effectivement avoir un effort conceptuel autour de cela, mais surtout éviter que les gens prennent pour argent comptant ce qui vraiment est de la fausse monnaie. Je dirais que moi, je suis très préoccupée d'entendre parler tant d'environnement et de voir qu'on s'en préoccupe si peu. Sans faire moindrement de polémique, parce que ce n'est pas le lieu et je n'ai pas envie d'en faire. Je constate simplement qu'à un moment où il faudrait tellement avancer vite, parce qu'il y a vraiment une urgence, on ne fait que régresser. Et on se bat aujourd'hui, les associations se battent pied à pied pour éviter telle ou telle régression, alors qu'il faudrait des changements à 180 degrés. Donc ça, quelque chose d'un peu désespérant. Donc essayer de réfléchir sur un mode conceptuel à quelque chose de nouveau, de simple, que les gens puissent comprendre et ne mettent pas 10 ans à comprendre, comme ça a été le développement durable, et puis ne pas se laisser avoir avec de la fausse monnaie. Je voudrais dire un mot sur un sujet qui a été abordé, qui est celui des déchets. Et j'ai beaucoup aimé la première intervention de la dame, parce que ce qu'elle disait était tout à fait vrai. Mais là aussi, je crois qu'on est dans une logique complètement absurde. Il est clair que tant qu'on abordera la question des déchets uniquement par l'aval, en disant, voilà, aujourd'hui, un Français moyen, il fait 500 kilos de déchets par an. Donc, comment on les traite? Et puis après, ce sera 600, puis après, ce sera 700. Donc, on fait quoi avec ça? Si on fait ça, on est foutu. On est foutu tout simplement parce que ça va coûter de plus en plus cher, il y aura de plus en plus d'incinérateurs et de plus en plus de centres d'enfouissement. Donc il faut renverser complètement la logique, et moi je suis assez convaincue par quelque chose d'assez nouveau qui s'appelle l'objectif zéro déchet. Alors ça peut vous paraître complètement utopique, parler zéro déchet, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une idée qui est née en Australie il y a une dizaine d'années, c'est remonté en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, dans toute la côte ouest, au Canada. Maintenant, c'est testé en Angleterre, en Italie, dans un certain nombre de pays du Nord. Ça consiste à se donner des objectifs qui ne sont pas des objectifs de trier, de retraiter, de faire ce que vous voulez. Non, l'objectif, c'est je veux moins de déchets. Donc, on part en amont. Et on se dit, dans les 5 prochaines années, c'est 50% de déchets en moins. Et ça marche quand on s'en donne vraiment les moyens. C'est-à-dire qu'on met en place une politique qui est débattue par les gens, parce qu'il faut montrer les différentes solutions possibles. Ça aussi, c'est faire participer les gens et pas les prendre pour des imbéciles. En disant, voilà, si on prend la solution numéro 1, ça coûte plus cher, mais on a tel avantage et tel inconvénient. Si c'est la solution numéro 2, ben, ça veut dire qu'il faut 7 ou 8 poubelles. Alors, on fait comment? Est-ce que vous êtes prêt à jouer ce jeu-là? Mais voilà tel et tel avantage. Vous n'aurez plus d'incinérateurs. Est-ce que ça vaut le coup? Etc. D'avoir de vrais débats sur ces sujets-là. Mais lorsque les gens sont convaincus, ça fonctionne. Et ça permet de mettre en place des quantités de systèmes dont le seul objectif, ce n'est pas de trier ou de retraiter. L'objectif, c'est qu'il y en ait moins. Donc, tout est conçu pour qu'il y ait moins de déchets.
que ce soit au niveau de la fabrication, que ce soit au niveau du packaging, que ce soit au niveau de tout ce qui est dans les grandes surfaces quand vous partez avec vos paquets, que ce soit au niveau des bouteilles, au niveau du verre, etc. Voilà. Donc je vous livre cette idée-là. Je pense que c'est plus utile qu'effectivement tout brûler dans des incinérateurs avec en plus des tonnages garantis aux exploitants qui font que si vous diminuez vos déchets grâce à un bon tri recyclage, vous payez plus cher parce que le tonnage n'est plus garanti. Voilà. Merci. On est toujours dans le cas de figure de ces débats. Il faut faire vite maintenant parce que j'ai vu Jean-Yves faire des signes désespérés en coulisses. On est presque hors délai. Jacques. Alors rapidement, pour répondre à la question Elisabeth sur aussi, après, les qualités énergétiques et nutritionnelles, alors il y a 2 organismes qui s'occupent de ça en France. On posait la question au niveau du médicament. Bon là, la question ne se pose pas en termes énergétiques. Si, dans le recyclage des déchets pharmaceutiques, produits d'énergie, mais ça, c'est pas la question posée. Dans le domaine du médicament, on s'intéresse à la sécurité du médicament et on s'intéresse à son efficacité. Donc on ne va pas mesurer dans un médicament si ça a des apports énergétiques ou autres, de manière générale. Donc ça, c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de ça, ou l'Agence du médicament. Bon, on l'a pris en France, un nom compliqué, comme on est les seuls au monde à savoir les faire, puisque le ministère de la Santé s'appelle maintenant l'AFSAPS. C'est l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, c'est très clair. Et on vient de créer une nouvelle agence pour s'occuper des produits alimentaires. Alors cette fois-ci, c'est l'AFSA. Et la différence, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Alors cet organisme a été créé justement pour étudier ces problèmes de qualité énergétique et nutritionnelle de tout ce qui nous arrive. Alors il y a d'abord la qualité nutritionnelle et énergétique des aliments dits classiques. Ensuite, il y a un statut spécial pour ce qui est considéré comme des produits spécifiques, par exemple des produits diététiques pour les diabétiques ou pour les sportifs, etc. Ensuite, il y a toute une commission qui s'occupe des compléments alimentaires. Donc, ce n'est plus des aliments, c'est des compléments alimentaires qui amènent des vitamines, des oligo-éléments, etc. Et puis, il y a tout un chapitre réglementaire qui s'occupe maintenant des nouveaux aliments, parce que là aussi, il faut pouvoir se prononcer. Alors je pense que les insectes en feront prochainement partie, puisque on va nous dire que les insectes vont arriver dans nos assiettes. Ça sera considéré en France comme des nouveaux aliments, c'est-à-dire qu'il faudra quand même montrer que ce n'est pas toxique et que ça a une certaine valeur nutritionnelle. Alors le bilan de tout ça, c'est qu'on est en train de démontrer avec des agences compétentes, avec des experts compétents, mais des études considérables qui sont faites, dans lesquelles on dissèque les propriétés de tous ces produits-là, leurs valeurs énergétiques, nutritionnelles et autres, et on est obligé de le faire tout simplement parce que petit à petit, l'industrialisation qui a disséqué l'aliment en 36 parties et l'a reconstitué en 36 parties mais différentes, nous montre qu'on n'a peut-être pas les qualités nutritionnelles et vitaminiques que l'on pourrait espérer. Et on en revient à une idée toute simple, que l'aliment traditionnel tel qu'il était il y a 50 ans contenait vraisemblablement ce dont l'organisme a besoin. Et qu'on est obligé aujourd'hui, avec la biotechnologie, eh bien, de tout remesurer, de rajouter ce qui manque à ce qu'il y avait avant dans les aliments traditionnels. Mais l'agence est là pour ça et elle est un garde-fou en quelque sorte à des risques alimentaires qui pourraient survenir avec tout ce qui sort au niveau biotechnologique. Bon, les OGM, on n'en parle même pas. Quoi qu'il paraît qu'on va faire des OGM sages. On n'a pas le temps pour les OGM, Jacques. Voilà. Donc on a fait je pense avoir répondu à la question sur la sécurité des aliments. Pour conclure... Oui. Oui, alors ça, c'est pas mesuré parce qu'il n'y a pas d'autorisation pour vendre des carottes sur le marché. C'est effectivement dommage. Il n'y a pas de label de qualité pour les produits dits classiques. Mais la question se pose. On va retenir l'idée pour un prochain atelier. Oui, il faut qu'on avance. Non, c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée du tout. Voilà. Merci Jacques. Elisabeth Motte-Florac. Donc, pour la valeur nutritionnelle des insectes, il a été prouvé que pour la plupart des insectes qui ont été étudiés, leur valeur est bien meilleure qu'un steak de bœuf ou que de la viande de poulet. Malheureusement, donc ça rentre dans la qualité de la santé des populations locales et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne peuvent plus y avoir accès puisque ce sont des produits qui se vendent très bien et ça va dans le sens de malheureusement la dégradation de la nature qui est à leur disposition puisqu'ils savent très bien comment il faut procéder pour avoir suffisamment de réserves pour l'année d'après. Or maintenant, évidemment, quand ce sont des personnes qui n'ont rien pour
pour manger, eh bien, elles vont vendre au-delà des capacités locales et donc il va y avoir des gradations. Alors, il est possible de faire une proto-domestication. On parle beaucoup de déchets depuis tout à l'heure. Vous pouvez tous faire des petits élevages d'insectes chez vous et les consommer après. C'est excellent. Ça vous apportera des vitamines, ça vous apportera des acides aminés indispensables, ça vous donnera au niveau énergétique, puisqu'on en parle beaucoup. Et donc, il y a des voies possibles. On parle beaucoup des déchets, on parle beaucoup des possibilités à faire, de ce qu'il est possible de faire. Je voudrais juste attirer l'attention sur le fait qu'en Égypte actuellement, à cause des prochains Jeux olympiques, il y avait un système de déchets absolument parfait, où il y avait des personnes qui vivent des déchets, qui triaient leurs déchets pour refaire de nouveau d'autres choses avec les bouteilles plastiques, pour élever des animaux avec tous les déchets, etc. Il y a eu ce problème et maintenant ces personnes-là sont évacuées, c'est-à-dire que les déchets sont emportés dans le désert, 3 ou 4 kilomètres, plusieurs kilomètres plus loin, donc il est impossible pour ces personnes-là de recréer une ville sur les déchets et on a mis à la place nos systèmes occidentaux qui sont des bennes à ordures avec aucun tri et avec une impossibilité pour les gens de vivre. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui vivaient là-dessus. Donc ça nous laisse réfléchir. Et puis cette possibilité, bien sûr, d'élever à partir de nos déchets, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, Jacques, vous avez moins de 5 secondes. Moins de 5 secondes pour une petite conclusion. Juste pour reprendre l'idée de Jean-Yves qui plantait sur le bord de la rivière, regardait son bâton et qu'il avait un angle différent quand il rentrait dans l'eau. Le poisson qui est en dessous le voit différemment aussi puisque lui il est dans l'eau, mais l'angle existe toujours. Alors je suggère qu'on se place sur ce qu'on appelle le dioptre, c'est-à-dire c'est la surface de séparation des deux milieux, exactement entre l'eau et l'air. Et là, on aura sûrement une vision beaucoup plus réaliste, effectivement, du phénomène. Bien, merci. Avant de nous séparer, simplement pour qu'on reparte avec quelques questions en tête, moi j'ai simplement au cours de vos questions et des interventions de nos invités noté quelques mots comme ça. Je crois qu'on peut repartir avec ça. Il est question de renverser la logique, d'élévation pour essayer de dégager du bien commun, d'interrogation, de voir quand même l'étendue de nos pouvoirs au pluriel, au niveau de l'individu, de cohérence, d'équilibre. Une question de retourner en arrière, mais c'est peut-être aussi simplement celle de prendre le temps. Peut-être prendre le temps de, finalement, si on considère la nature avec toutes ses interdépendances, prendre le temps de se réinsérer dans ce réseau, puis peut-être de faire un réseau humain plus de partage que de concurrence. Et je pense aussi que finalement, sortir de nos habitudes, c'est peut-être ça le plus insolite. Et si je reprends la définition de l'insolite comme me l'a appris Jean-Yves Casga hier soir en me faisant un cours de latin, ce dont on a perdu l'habitude, c'est peut-être finalement de s'émerveiller, de vivre et puis d'agir. Voilà, si je n'ai pas trahi. Enfin, je vais vous parler de quelques bouquins que nos invités ont commis. Donc, je suis obligé de rechausser mes lunettes. Voilà. Le dernier opus de Corinne Lepage, de l'écologie hors de l'imposture et de l'opportunisme. Elle y développe en grande partie ce qu'elle nous dit avec plein de lumière ce soir. Elisabeth Motte-Florac, c'est le prototype, mais il sort dans quelques jours aux éditions Peters. Les insectes dans la tradition orale. Il y en a un deuxième. Celui-là, je l'ai lu. Elle va rougir, mais c'est superbe. C'est son travail de collecte, donc de la place des insectes dans les différentes cultures autour du monde où elle a été traîner ses bottes. Ça s'appelle l'histoire des petites bêtes, avec des très jolies illustrations. Ça paraît comme ça un livre pour enfants, c'est un régal pour les adultes, vraiment. Voilà, et c'est un tour du monde, je veux dire, des cultures, ça rend modeste sur nos points de vue, sur l'ethnocentrisme, etc. Je crois que c'est vraiment très bien. Et puis alors là, il y a une somme extraordinaire qui s'appelle « Des sources du savoir aux médicaments du futur ». C'est paru l'année dernière aux éditions IRD, ça veut dire l'Institut de recherche... Non, voilà, c'est l'ancienne Orstom, en fait. Hein. Moi, je suis resté là. Donc, voilà, ça, c'est Jacques Florentin y a contribué avec d'autres. Hein, c'est les actes du 4e Congrès européen d'ethnopharmacologie. Même quand on n'est pas spécialiste, c'est vraiment très intéressant à lire. Vous pouvez peut-être retrouver au moins une partie de leurs auteurs tout de suite après à la librairie en train de vous les dédicacer ou d'en parler. Voilà, je vous remercie vraiment toutes et tous pour toutes vos questions.